Tout le monde l'a ignorée à la vente aux enchères, la traitant de folle pour avoir choisi ce cheval rejeté. Mais quand il a répondu à son murmure par un geste impossible, même les plus expérimentés sont restés sans voix. Les pavés inégaux de Saint-Rémy de Provence résonnaient doucement sous le pas légèrement asymétrique d'Amélie Durand. 23 ans. Mince, les cheveux sombres noués en une tresse lâche, elle avançait d'une démarche caractéristique. Sa jambe droite, plus courte que la gauche, créait ce léger déséquilibre qu'elle avait appris à transformer en une danse subtile pour éviter les regards. Ce matin d'automne, elle longeait les façades ocres de la place centrale, ses yeux baissés scrutant le chemin devant elle, anticipant chaque irrégularité du sol comme on lit une carte. Le marché hebdomadaire battait son plein. L'air embaumait la lavande séchée, l'olive fraîche et les herbes de Provence. Amélie se frayait un chemin entre les étals, experte dans l'art de se rendre invisible malgré sa démarche distinctive. Ses mains effleuraient distraitement les tissus provençaux aux motifs vifs, son esprit déjà ailleurs. Elle ne remarqua pas immédiatement les chuchotements qui la suivaient. « La voilà, la gitane boiteuse », murmura une femme élégante à son amie, juste assez fort pour qu'Amélie l'entende. « Celle qui prétend guérir les animaux fous ? Par quel sortilège ? Je me le demande », répondit l'autre avec un rire discret. Amélie ne ralentit pas. Ces murmures étaient le tissu même de son existence depuis qu'elle avait quitté le dernier foyer d'accueil de Marseille, 5 ans plus tôt. Dans cette région où les traditions s'enracinaient aussi profondément que les vignes, son approche des animaux suscitait autant de fascination que de méfiance. La veille, elle avait passé 3 heures assise immobile dans l'étable des Dubois, fredonnant doucement à un taureau affolé qui avait blessé 2 hommes. À son départ, l'animal broutait paisiblement. Monsieur Dubois lui avait glissé quelques pièces et un sac de légumes dans les mains, en évitant soigneusement de croiser son regard. « C'est étrange ce que vous faites, mais ça marche », avait-il marmonné. « Revenez quand vous voulez. » Un souvenir ancien s'imposa soudain à elle. Amélie, 7 ans, recroquevillée dans un coin de l'orphelinat Saint-Joseph. Une femme élégante, et son mari examinait les enfants alignés comme des poupées dans une vitrine. Leurs yeux s'étaient attardés sur elle un instant, avaient noté sa jambe, puis s'étaient détournés vers une fillette au sourire parfait. « Celle-ci est difforme », avait chuchoté la femme à l'assistante sociale. Ce serait trop compliqué. Ce jour-là, Amélie avait compris qu'elle serait toujours la dernière choisie, sauf par les animaux du refuge, qui semblaient trouver en elle une alliée silencieuse. Le vieux chat borgne dormait uniquement sur ses genoux. Le chien anxieux cessait de trembler sous ses caresses. Même le poney rétif du parc municipal voisin tendait les naseaux vers elle à travers la clôture. La place du village était inhabituellement animée ce matin. Des camionnettes et des vannes à chevaux stationnaient le long des platanes centenaires. Des hommes en costume et des femmes aux chapeaux élégants se dirigeaient vers le manège couvert à l'entrée du village. Amélie ralentit, intriguée. Un panneau annonçait « Grande vente aux enchères équestres d'automne de Saint-Rémy ». Elle hésita. L'argent économisé depuis 3 ans pesait dans la poche intérieure de sa veste usée. 200 € amassés sou par sou, destinés à réparer le toit de sa petite cabane louée aux abords de la Camargue. Mais quelque chose la poussa à suivre le flot des visiteurs. Le manège était transformé en salle d'enchères improvisée. Des chaises disposées en gradins faisaient face à une petite arène sablée. Amélie se glissa discrètement sur un siège du dernier rang, consciente du contraste entre sa simple tenue de travail et les vêtements coûteux des autres spectateurs. Un homme en costume bleu marine prit place devant un pupitre. « Mesdames et messieurs, bienvenue à la vente d'automne. Nous commençons avec le lot numéro 1, une pouliche andalouse de 3 ans. » Les chevaux se succédaient, magnifiques et bien dressés, obéissant au doigt et à l'œil de leur présentateur. Les enchères montaient, parfois jusqu'à des sommes qui représentaient pour Amélie plusieurs années de travail. Elle observait en silence, captivée par la beauté des animaux mais troublée par quelque chose dans leur regard. Cette étincelle d'individualité souvent éteinte par un dressage trop rigide. Soudain, l'ambiance changea. Un brouhaha s'éleva près de l'entrée des boxes. Des cris d'hommes, un hennissement furieux, le bruit de métal tordu. Les spectateurs se redressèrent sur leurs sièges. « Le lot 23, messieurs-dames », annonça le commissaire-priseur avec une pointe d'inquiétude dans la voix.
3 hommes entrèrent en luttant pour maîtriser un immense cheval noir. L'animal, un percheron à la musculature impressionnante, avançait par à-coups violents, ses yeux roulant de terreur et de rage. Des chaînes entouraient son encolure puissante et son mors était bardé de lanières de cuir supplémentaires. Malgré cela, les 3 hommes peinaient visiblement à le contenir. Tonnerre, étalon percheron de 7 ans, présenta le commissaire. Lignée exceptionnelle, vainqueur du concours régional il y a 2 ans. Un homme élégant se leva des premiers rangs. La cinquantaine distinguée, costume sur mesure, il s'approcha du centre de l'arène d'un pas assuré. Les murmures se propagèrent immédiatement. C'est Beaumont, le viticulteur de Bordeaux. Sa collection de chevaux est presque aussi prestigieuse que ses grands crus. Monsieur Beaumont leva une main autoritaire et le silence se fit. Même Tonnerre sembla se figer un instant, ses naseaux dilatés, tout son corps tremblant de tension contenue. « Mesdames, messieurs », commença Beaumont d'une voix claire qui trahissait l'habitude du commandement. Ce spécimen de lignée supérieure possède malheureusement un tempérament inadéquat. Un accident regrettable l'a rendu problématique. Mais pour qui saura le dompter, il y a encore de la valeur dans sa génétique exceptionnelle. Amélie observait le cheval, pas l'homme. Elle voyait au-delà de la fureur apparente, la peur primale dans ses yeux sombres, la façon dont les oreilles se plaquaient contre le crâne puissant, les tremblements qui parcouraient le flanc luisant. Ce n'était pas un animal sauvage par nature, mais une créature brisée. Un homme s'approcha pour l'examiner de plus près. Tonnerre se cabra violemment, manquant de peu d'écraser son gardien. L'homme recula précipitamment. « Combien pour commencer les enchères ?» demanda le commissaire-priseur. « 5 000 € pour cet étalon de pure race ?» Le silence répondit à sa question. « 3 000 ?» Toujours rien. « 1 000 €. Un murmure parcourut l'assistance. Le prix chutait vertigineusement. « 500 € tenta désespérément le commissaire. « Cet animal ne vaut rien dans cet état, lança quelqu'un. Il n'est bon que pour l'abattoir. Le visage de Beaumont se durcit. Si personne n'en veut, c'est effectivement sa destination, déclara-t-il froidement. Amélie se leva. Un mouvement si discret que personne ne le remarqua d'abord. Puis elle s'avança lentement, sa démarche inégale soudain très visible alors qu'elle descendait les gradins. 200 €, dit-elle d'une voix claire qui surprit par sa fermeté. Un silence stupéfait précéda une vague de rires étouffés. L'infirme veut le cheval tueur. Parfait, cria quelqu'un, déclenchant des gloussements généralisés. Amélie ne détourna pas le regard. Ses yeux restèrent fixés sur Beaumont, calme et déterminé. L'homme la toisa avec un mélange de surprise et de mépris. 200 €, une fois, commença le commissaire, visiblement mal à l'aise. Vous savez ce que vous faites, mademoiselle ? Demanda Beaumont avec un sourire condescendant. Ce n'est pas un gentil poney pour promener les enfants. Je sais exactement ce que je fais, monsieur, répondit Amélie sans ciller. 200 €, 2 fois. Beaumont fit un geste négligent de la main. Vendu. Emmenez-le avant qu'il ne tue quelqu'un. Ce sera vos funérailles, pas les miennes. La vente terminée, la foule se dispersa rapidement, laissant Amélie seule avec les palefreniers qui tenaient toujours Tonnerre, visiblement soulagés de s'en débarrasser. L'un d'eux lui tendit les chaînes avec un sourire narquois. « Bonne chance, ma petite. Il a déjà envoyé 2 hommes à l'hôpital. » Amélie ne prit pas les chaînes. « Pourriez-vous le conduire au box le plus calme et puis nous laisser ?» demanda-t-elle simplement. Les hommes échangèrent des regards incrédules mais s'exécutèrent, traînant Tonnerre jusqu'à un box isolé à l'extrémité du bâtiment. L'animal continuait de résister, ses sabots massifs frappant occasionnellement le sol avec une force qui faisait trembler les parois. Une fois à l'intérieur, les hommes attachèrent rapidement les chaînes à un anneau solide et sortirent précipitamment, refermant la porte derrière eux. « On reviendra ramasser les morceaux dans 1 heure », lança l'un d'eux par-dessus son épaule. Seule avec le cheval, Amélie resta immobile un long moment. Tonnerre se tenait dans le coin le plus éloigné, tremblant de rage et de peur. Ses yeux ne quittaient pas la jeune femme, prêts à détecter le moindre mouvement menaçant. Lentement, sans geste brusque, Amélie s'assit sur le sol de paille, à distance respectueuse. Elle ne tenta pas de s'approcher, n'exigea rien.
se contenta d'exister dans le même espace que lui. Puis, doucement, elle commença à chanter. Une mélodie ancienne, presque oubliée, aux tonalités occitanes que sa mère lui chantait avant l'accident. Une berceuse qui parlait de rivières libres et de chevaux sauvages galopant sous les étoiles. Sa voix emplit l'espace confiné du box, ni trop forte ni trop faible, simplement présente. Tonnerre resta figé, méfiant, mais après quelques minutes, Amélie nota un changement infime. Ses oreilles, auparavant plaquées en arrière en signe d'agression, s'étaient légèrement redressées. Elle continua de chanter, sans forcer, sans attendre. Le temps semblait suspendu dans cette bulle fragile qu'elle créait note après note. Les chansons se succédaient, certaines joyeuses, d'autres mélancoliques, toutes imprégnées d'une douceur qui contrastait avec la violence latente de l'animal. 1 heure passa, puis 2. La lumière déclinait lentement à travers les interstices des planches. Amélie chantait toujours, sa voix légèrement enrouée maintenant, mais toujours constante. Et puis, presque imperceptiblement, Tonnerre fit un pas vers elle, puis un second, non pas pour attaquer, mais comme attiré par la mélodie, curieux de sa source. La porte du box s'ouvrit doucement. Le vieux palefrenier qui venait vérifier s'arrêta net, stupéfait par la scène. Le gigantesque étalon noir, qui quelques heures plus tôt semblait incarner la fureur même, se tenait maintenant à mi-distance de la jeune femme assise, ses oreilles dressées attentivement vers elle. « Mon Dieu !» murmura le vieil homme. Il ne s'est jamais approché volontairement de personne depuis l'accident. Amélie sourit sans interrompre sa mélodie. Puis, dans une pause entre 2 chansons, elle répondit doucement. « Il a juste besoin d'être écouté, comme nous tous. Il a juste besoin d'être écouté, comme nous tous. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air du box, tandis que le vieux palefrenier secouait la tête, incrédule. Amélie continua sa mélodie douce, maintenant sa position assise sur la paille, son regard calme jamais quittant celui de Tonnerre. Le lendemain matin, elle revint au manège avant l'aube. Le propriétaire du lieu, un homme trapu aux mains calleuses, lui remit les papiers de propriété avec un sourire en coin. « Vous avez payé pour l'emmener, mais je doute que vous puissiez le faire sortir d'ici vivante, » lança-t-il en empochant les 200 € d'Amélie, toutes ses économies. « Nous verrons bien, » répondit-elle simplement. Elle avait loué une petite carriole à cheval et convaincu Claude, le vieux ferreur du village, de l'aider. L'homme aux cheveux gris et à la démarche lente attendait dehors, son regard expérimenté évaluant la situation avec une curiosité non dissimulée. « Comment comptes-tu t'y prendre, petite ?» demanda-t-il en observant Amélie préparer un licol à la longe inhabituellement longue. « Je ne vais pas essayer de le forcer, » expliqua-t-elle. « Je vais lui proposer de me suivre. » Claude haussa les sourcils mais resta silencieux. Il avait connu Amélie depuis son arrivée dans la région 3 ans plus tôt et avait été témoin de sa façon particulière avec les animaux difficiles. Pourtant, même lui doutait qu'elle puisse maîtriser une créature aussi imposante et tourmentée que ce percheron. Dans le box, Tonnerre se tenait toujours dans son coin, mais ses yeux suivaient chaque mouvement d'Amélie sans la fureur aveugle de la veille. Elle s'assit à nouveau sur la paille fraîche, à distance respectueuse, et sortit une pomme de sa poche qu'elle coupa lentement en quartiers avec son petit couteau. « Bonjour, Tonnerre », dit-elle doucement, comme si elle s'adressait à un vieil ami. « Aujourd'hui, nous allons rentrer à la maison. Pas la tienne d'avant, pas la mienne non plus, vraiment. Un nouveau foyer pour nous deux. » Elle plaça un quartier de pommes sur la paille à mi-chemin entre eux et ouvrit un livre usé, un recueil de poèmes de Victor Hugo. Sans hâte, elle commença à lire à voix haute, les mots roulant doucement dans l'espace confiné du box. Dehors, Claude s'appuya contre le mur, l'oreille tendue. Ce qu'il entendait le déconcertait. Pas de commandement sec, pas de claquement de fouet, simplement la voix musicale d'une jeune femme récitant des vers sur la liberté et la nature. 1 heure passa, puis une autre. Le quartier de pommes resta intact sur la paille. Amélie ne s'en préoccupait pas, continuant sa lecture, tournant occasionnellement une page avec des doigts délicats. Tonnerre oscillait entre méfiance et curiosité, s'écartant parfois de son coin avant de s'y réfugier à nouveau. « Tu ne le forceras pas ainsi », intervint un homme qui passait,
un entraîneur aux bottes impeccablement cirées. Ces bêtes ne comprennent que la domination. Il faut leur montrer qui est le maître. Amélie leva simplement les yeux de son livre. Peut-être n'ai-je pas besoin d'être son maître. Peut-être puis-je être simplement son ami. L'homme ricana et s'éloigna en secouant la tête. Vers midi, un miracle minuscule se produisit. Tonnerre s'avança lentement, prudemment, et renifla le quartier de pommes. Amélie continua sa lecture, feignant de ne pas remarquer, mais son cœur battait plus vite. Le grand cheval noir hésita, puis, d'un mouvement rapide, saisit le morceau de fruit et recula prestement dans son coin. Elle ne réagit pas, ne chercha pas à établir de contact visuel, laissant l'animal savourer cette petite victoire. « Tu vois » murmura-t-elle après un moment, « je ne demande rien en échange. » En fin d'après-midi, Claude commençait à s'impatienter. « Amélie, le soleil va bientôt se coucher. Nous devons le charger maintenant, ou rentrer sans lui. » La jeune femme referma doucement son livre. Elle se leva avec précaution, sa jambe droite plus courte la faisant légèrement vaciller, et se dirigea vers la porte du box. « Tonnerre !» dit-elle simplement. « Tu peux rester ici si tu préfères. Mais si tu veux venir avec moi, la porte sera ouverte. » Elle détacha calmement les chaînes de l'anneau mural, les laissant tomber au sol, et sortit du box en laissant la porte grande ouverte. Claude la regarda avec stupéfaction. « Tu ne peux pas simplement… »« Attendons, » l'interrompit-elle doucement. Ils se tinrent à distance de l'entrée. Claude incrédule, Amélie parfaitement sereine. 5 minutes passèrent, puis 10. Le soleil déclinait à l'horizon, projetant des ombres allongées sur le sol de terre battue. Un mouvement attira leur attention. Dans l'encadrement de la porte, l'immense silhouette de Tonnerre se découpait, hésitante. Il reniflait l'air, ses oreilles pivotant dans toutes les directions, évaluant les dangers potentiels. « Reste immobile », chuchota Amélie à Claude. Le cheval avança d'un pas, puis d'un autre, ses sabots massifs touchant le sol avec une délicatesse surprenante pour un animal de cette taille. Il s'arrêta à plusieurs mètres d'eux, tendu mais curieux. Amélie sortit un autre quartier de pommes de sa poche et le plaça sur sa paume ouverte, son bras tendu, mais son corps immobile. Elle ne s'avança pas vers Tonnerre. « À toi de choisir », murmura-t-elle. Le temps sembla se suspendre. Puis, dans un mouvement si lent qu'il paraissait irréel, Tonnerre s'approcha. Ses naseaux frémissaient, captant chaque odeur, chaque indice de danger. Avec une délicatesse inattendue, il prit le morceau de pomme de la main d'Amélie, ses lèvres veloutées effleurant à peine sa peau. Claude retint son souffle. « Incroyable », murmura-t-il. « Maintenant, nous pouvons rentrer », dit Amélie en souriant. Le trajet jusqu'à sa petite cabane aux abords de Camargue fut lent. Tonnerre suivait la carriole à distance, retenu par la longe souple qu'Amélie tenait sans jamais tirer dessus. Parfois, il s'arrêtait, méfiant devant un bruit ou une ombre. Elle attendait patiemment, sans forcer, jusqu'à ce qu'il décide de reprendre la route. Quand ils arrivèrent enfin, la lune était déjà haute dans le ciel. La modeste demeure d'Amélie se dressait, silhouette solitaire dans la plaine, accompagnée d'un vieux galpon qu'elle avait sommairement transformé en abri. « Ce n'est pas grand-chose », dit-elle à Tonnerre comme s'il pouvait comprendre chaque mot. « Mais c'est paisible, et surtout, regarde !» Elle ouvrit largement les portes du galpon, révélant un espace simple mais propre, garni de paille fraîche, et surtout, ouvrant directement sur un petit enclos herbeux. « La porte restera toujours ouverte, » promit-elle. « Tu n'es plus un prisonnier. » Claude observa avec fascination la jeune femme et l'imposant cheval noir. « Je reviendrai demain pour voir comment il s'adapte, » offrit-il, « et j'apporterai quelques outils pour renforcer la clôture de l'enclos. »« Merci, Claude, » répondit Amélie avec un sourire fatigué. « Mais ne te préoccupe pas trop de la solidité. Je ne compte pas l'enfermer. Même les meilleures intentions ne protègent pas des accidents, petite, » remarqua-t-il gentiment avant de repartir avec la carriole. Dans les jours qui suivirent, Amélie établit une routine simple mais inébranlable. Chaque matin, elle s'asseyait près du galpin avec une pomme coupée à ses côtés et un livre sur les genoux. Parfois Victor Hugo, d'autres fois des contes provençaux,
ou encore des histoires de chevaux sauvages dans les plaines de Camargue. Elle lisait à voix haute, sans exiger l'attention de Tonnerre, simplement présente. Au début, le cheval restait à distance, observant depuis le fond de l'enclos. Au troisième jour, il s'approcha suffisamment pour inspecter la pomme, mais recula dès qu'Amélie bougea légèrement. Elle apprit à rester parfaitement immobile pendant sa lecture, laissant Tonnerre établir ses propres limites. « Tu sais, Tonnerre » dit-elle un matin de la deuxième semaine, alors qu'il s'était approché pour manger la pomme qu'elle avait posée près d'elle. « Je comprends ce que c'est d'être étiqueté comme cassé. À l'orphelinat, les familles regardaient en ma jambe et décidaient que je donnerais trop de travail. Personne ne voulait l'enfant défectueuse. Le grand cheval noir mastiquait tranquillement, mais ses oreilles s'étaient orientées vers elle. Il écoutait. « Mais nous ne sommes pas défectueux, n'est-ce pas ?» continua-t-elle avec un sourire doux. « Nous sommes juste différents. » Pour la première fois, Tonnerre ne s'éloigna pas immédiatement après avoir mangé la pomme. Il resta à proximité, son souffle chaud parfois perceptible dans l'air frais du matin. La nouvelle que la gitane boiteuse a dompté le démon de Beaumont se répandit rapidement dans les villages environnants. Des curieux commencèrent à apparaître à la limite de son terrain, espérant apercevoir quelques spectacles extraordinaires. Ils repartaient souvent déçus, n'ayant vu qu'Amélie assise tranquillement, tandis que Tonnerre paissait à quelques mètres. « Ce n'est pas du dressage », se plaignit un éleveur traditionnel venu observer. « L'animal est simplement en liberté, faisant ce qu'il veut. » « Exactement, » répondit Amélie calmement. Il choisit de rester. Monsieur Beaumont, apprenant les rumeurs sur le rétablissement de Tonnerre, envoya son contremaître vérifier. L'homme revint perplexe. Elle n'utilise pas de fouet, pas d'entrave. Elle lui parle simplement comme s'il était une personne. Absurde, déclara Beaumont avec mépris. Méthode gitane, de la sorcellerie probablement. Cet animal m'a coûté une fortune avant de devenir fou. Elle ne peut pas simplement l'avoir guéri avec des conversations. Pendant ce temps, de petits miracles se produisaient dans le pré d'Amélie. Un matin, alors qu'elle lisait un passage particulièrement émouvant d'un poème, Tonnerre s'approcha et posa délicatement son immense museau sur son épaule. Le premier contact volontaire. Amélie se figea, émue aux larmes, maintenant sa voix ferme pour ne pas l'effrayer. Une nuit, une violente tempête éclata. La pluie battante et les éclairs zébrant le ciel réveillèrent Amélie. Inquiète pour Tonnerre, elle s'habilla à la hâte et courut jusqu'au galpon, boitant plus visiblement dans sa précipitation. Elle trouva le grand cheval noir agité, tournant nerveusement dans l'espace confiné qu'il avait choisi plutôt que le pré ouvert. Sans réfléchir, elle commença à chanter une berceuse, celle que sa mère lui chantait pendant les orages. À sa grande surprise, au lieu de reculer, Tonnerre s'approcha et baissa sa tête massive, permettant à Amélie de toucher sa crinière pour la première fois. Ses doigts s'enfouirent dans les crins épais et emmêlés, tandis qu'elle continuait de chanter, les battements de leur cœur semblant se synchroniser dans l'obscurité illuminée par les éclairs. Les fermiers locaux, initialement sceptiques, commencèrent à apporter de petites offrandes, du foin frais, de vieux équipements, des conseils sur la météo. Claude, particulièrement, semblait avoir adopté Tonnerre comme un projet personnel, passant régulièrement vérifier son état. « Mademoiselle, dit-il un jour, alors qu'il observait avec émerveillement Tonnerre suivre Amélie à travers le pré sans licol ni bride, « j'ai un cheval Camargue avec un sabot fendu que personne n'arrive à traiter. Pourriez-vous y jeter un œil ?» Bientôt, Amélie commença à aider d'autres animaux problématiques de la région, toujours avec ses méthodes patientes, toujours refusant les entraves ou la force. Chaque succès renforçait sa réputation tout en alimentant la colère de Beaumont, qui voyait sa propre expertise équestre remise en question par une jeune femme sans diplôme ni connexion. 4 mois après l'arrivée de Tonnerre, par une matinée claire, Amélie apporta une petite selle dans le pré. Elle ne tenta pas de la placer sur le dos du cheval, la laissant simplement au sol pendant qu'elle lisait. Jour après jour, elle déplaça la selle un peu plus près, jusqu'à finalement la poser sur la clôture. Tonnerre l'examina, prudent mais curieux. « C'est ton choix », chuchota Amélie. « Ce sera toujours ton choix. » Le lendemain matin, sous le regard ébahi de ceux qui observèrent de loin, Tonnerre s'approcha de la selle posée sur la clôture, la renifla longuement,
Puis, dans un geste qui fit tomber les outils des mains de Claude, venu ferrer un autre cheval, le majestueux percheron s'agenouilla lentement dans l'herbe, abaissant son corps immense dans une invitation sans équivoque. « Mon Dieu !» murmura Claude, essuyant une larme obstinée. « Il demande à être monté. »« Mon Dieu !» murmura Claude, essuyant une larme obstinée. « Il demande à être monté. » L'image de Tonnerre agenouillé dans l'herbe, son immense corps offert en signe de confiance absolue, se grava dans la mémoire de tous les témoins présents ce matin-là. Claude, le vieux ferreur aux mains calleuses, n'était pas homme à s'émouvoir facilement. 50 années à manipuler des chevaux récalcitrants l'avaient endurci. Pourtant, ce qu'il venait de voir dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer. Cette scène extraordinaire marqua un tournant décisif. Dès le lendemain, Claude racontait l'événement au café du village, ses mains rugueuses mimant le geste de Tonnerre, sa voix habituellement bourrue vibrant d'émotion. « Je vous le dis, moi qui ferre des chevaux depuis avant votre naissance, affirma-t-il en pointant un doigt vers le jeune serveur. Jamais, au grand jamais, je n'ai vu un cheval s'agenouiller volontairement. Surtout pas un animal qu'on disait irrécupérable. Le miracle de Camargue, murmura quelqu'un, et le surnom se répandit comme une traînée de poudre. Bientôt, les habitants des villages environnants commencèrent à venir en nombre, stationnant leurs voitures à distance respectueuse de la modeste propriété d'Amélie. Des familles entières s'installaient près de la clôture, les enfants perchés sur les épaules de leurs parents pour apercevoir le fameux cheval miracle et la jeune femme qui l'avait transformé. Amélie accueillait ces visites avec un mélange de réserve et de grâce. Elle n'avait jamais recherché l'attention, préférant la compagnie silencieuse des animaux à celle des humains. Pourtant, elle comprenait l'importance de ce que Tonnerre et elle représentaient désormais. Un matin de juin, alors que le soleil commençait tout juste à réchauffer les plaines de Camargue, elle remarqua un groupe d'enfants près de la clôture, leurs petites mains serrant des pommes. « Pouvons-nous lui donner à manger, s'il vous plaît ?» demanda timidement une fillette aux tresses blondes. Amélie s'approcha lentement, sa démarche légèrement asymétrique devenue familière pour Tonnerre qui la suivait comme une ombre. « Il s'appelle Tonnerre », expliqua-t-elle doucement aux enfants. « Il a connu des moments difficiles, alors nous devons être particulièrement gentils avec lui. Voilà comment faire. » Elle s'accroupit au niveau des enfants et leur montra comment tenir la pomme à plat sur leurs paumes, sans mouvement brusque. Tonnerre observait la scène à quelques mètres, ses oreilles dressées avec intérêt. « N'essayez pas de le toucher tout de suite, » conseilla Amélie. « Laissez-le venir à vous. » Les parents retenaient leur souffle tandis que l'immense cheval noir s'approchait des enfants. Sa tête massive s'abaissa avec une délicatesse surprenante pour prendre délicatement la pomme offerte par la petite fille, qui éclata de rire au contact des lèvres veloutées sur sa paume. « Il me chatouille !» s'exclama-t-elle avec délice. La transformation de Tonnerre était évidente pour tous. Ses yeux, autrefois injectés de peur et de rage, reflétaient maintenant une tranquillité vigilante. Sa crinière, jadis emmêlée et terne, brillait sous les soins patients d'Amélie. Mais le plus frappant était sa posture, détendue, confiante, loin de la tension perpétuelle qui avait habité chaque muscle de son corps imposant. Un matin, sous le regard des habitués qui venaient régulièrement observer leur progrès, Amélie approcha Tonnerre avec une simple corde nouée en licol souple. Elle lui présenta l'objet, le laissa le renifler longuement, puis le passa doucement autour de son encolure sans le serrer. Pas de mort, pas de bride, juste un point de contact symbolique. Elle murmura quelque chose à l'oreille du grand cheval, puis, avec une grâce surprenante malgré sa jambe plus courte, elle se hissa sur son dos large. Un murmure parcourut les spectateurs. Tonnerre resta parfaitement immobile, comme conscient de la fragilité de sa cavalière. « Allons-y, mon ami », chuchota-t-elle. Ce qui suivit arracha des exclamations émerveillées. Sans aucune pression visible, sans ordre crié, Tonnerre commença à marcher. Lorsqu'Amélie se penchait légèrement à droite, il tournait à droite. Quand elle redressait le buste, il s'arrêtait. Une communication silencieuse, presque télépathique, semblait exister entre eux. Ils parcoururent ainsi les champs de lavande voisins, une image d'harmonie parfaite. La jeune femme mince aux longs cheveux noirs flottant sur le dos puissant du percheron, comme issue d'une légende oubliée. La rumeur de ce spectacle extraordinaire
ne tarda pas à franchir les frontières de la région. Un matin, une voiture élégante portant l'écusson de la Fédération équestre française se gara devant la modeste cabane d'Amélie. Monsieur Laval, un homme distingué aux tempes grisonnantes, observa longuement Amélie et Tonnerre depuis sa voiture avant d'approcher. Ses yeux experts notaient chaque détail, la musculature détendue du cheval, la façon dont ses oreilles suivaient constamment Amélie, l'absence complète d'équipement coercitif. « Mademoiselle Durand ?» demanda-t-il en s'avançant enfin. Amélie acquiesça, soudainement consciente de sa tenue simple et de ses mains rugueuses de travailleuse. « Monsieur Laval, Fédération équestre française », se présenta-t-il en tendant une main soignée. « Je dois avouer que j'étais sceptique quant aux histoires que j'ai entendues. Mais ce que je viens de voir… » Il s'interrompit, cherchant visiblement les mots justes. « Vos méthodes sont inhabituelles, mais les résultats parlent d'eux-mêmes. » La conversation se poursuivit dans la simplicité de la cuisine d'Amélie, autour d'un café servi dans des tasses dépareillées. Monsieur Laval expliqua l'objet de sa visite. La traditionnelle fête du cheval d'Arles approchait, un événement majeur réunissant les plus grands noms de l'équitation française. « Ce serait un honneur d'avoir votre démonstration au festival », conclut-il. « Votre approche pourrait inspirer une réflexion nécessaire dans notre milieu. » Amélie hésita, tournant lentement sa tasse entre ses doigts. L'idée d'exposer Tonnerre et elle-même, au regard de centaines d'inconnus, la mettait mal à l'aise. Les souvenirs des rires moqueurs qui avaient accompagné son enfance dans les orphelinats de Marseille ressurgissaient comme des ombres. « Je ne cherche pas l'attention, monsieur Laval, » répondit-elle doucement. « Juste une connexion avec lui. »« Je comprends, » acquiesça-t-il. « Mais parfois, nous devons partager nos découvertes, non pas pour nous-mêmes, mais pour ceux qui pourraient en bénéficier. » Son regard se porta par la fenêtre, vers Tonnerre qui paissait tranquillement. Combien de chevaux sont déclarés irrécupérables chaque année? Combien sont abattus parce que nos méthodes traditionnelles échouent avec eux? Cette question toucha Amélie en plein cœur. Elle repensa aux yeux terrifiés de Tonnerre lors de leur première rencontre, à la sentence d'abattoir qui pesait sur lui. « J'y réfléchirai », promit-elle finalement. Pendant les jours qui suivirent, Amélie continua son travail quotidien avec Tonnerre, mais également avec d'autres animaux que les fermiers locaux lui confiaient désormais régulièrement. Sa réputation s'étendait au-delà des chevaux, chiens traumatisés, chèvres agressives, tous semblaient répondre à sa patience infinie. Un après-midi étouffant de juillet, alors qu'elle lisait sous un olivier pendant que Tonnerre somnolait à proximité, un bruit de moteur rompit la quiétude habituelle. Une camionnette cabossée s'arrêta près de sa cabane, et un fermier qu'elle connaissait vaguement en descendit, l'air préoccupé. « Mademoiselle Amélie, on m'a dit que vous pourriez m'aider. J'ai un cheval, personne n'arrive à le ferrer. Un vrai démon. Claude m'a dit que peut-être vous… » Il s'interrompit, soudain intimidé face au regard intense d'Amélie et à la présence imposante de Tonnerre qui s'était redressé, alerté par l'agitation. « Amenez-le », répondit-elle simplement. Le cheval en question, un bai nerveux aux yeux roulants, fut déchargé avec difficulté. Il se cabrait, refusant d'avancer, la panique visible dans chacun de ses mouvements. Amélie observa l'animal un long moment sans approcher. Puis, à la surprise du fermier, elle s'assit simplement sur une souche à quelques mètres, ouvrit son livre, et commença à lire à voix haute comme si rien d'extraordinaire ne se passait. Le fermier la regarda avec incrédulité. « Mais, vous ne faites rien ?»« Je fais exactement ce dont il a besoin, » répondit-elle sans lever les yeux de son livre. « Je lui donne le temps de comprendre que rien ne lui sera imposé ici. » Plus surprenant encore, Tonnerre s'approcha lentement du nouveau venu, comme comprenant intuitivement son rôle dans ce processus. Il se plaça entre le cheval agité et Amélie, créant une sorte de barrière protectrice, puis s'éloigna graduellement, incitant l'autre à le suivre. Une heure plus tard, le fermier regardait, bouche bée, son cheval impossible brouter paisiblement à quelques mètres d'Amélie, Tonnerre montant la garde comme un mentor bienveillant. « Comment avez-vous… » commença-t-il. « Je n'ai rien fait », corrigea doucement Amélie. « C'est lui qui a choisi de se calmer. Je lui ai juste donné l'espace pour le faire. » Ce soir-là, après le départ du fermier reconnaissant, Amélie s'assit dans l'herbe haute du pré,
le dos appuyé contre Tonnerre qui s'était allongé derrière elle. Les étoiles commençaient à piquer le ciel de Camargue, et une paix profonde les enveloppait. Dans ces moments, elles ressentaient une connexion qui dépassait les mots, une compréhension mutuelle qui guérissait quelque chose de fondamentalement brisé en chacun d'eux. Tonnerre n'était plus simplement un animal qu'elle avait sauvé. Il était devenu un partenaire, un ami qui l'avait également sauvé de sa solitude. Elle avait presque oublié l'invitation de M. Laval quand Claude vint la voir quelques jours plus tard, l'air inhabituellement sérieux. « Tu devrais accepter, petite », dit-il en s'asseyant lourdement sur le banc devant sa cabane. « Cette fête du cheval, c'est important. Pas pour toi peut-être, mais pour tous ces animaux maltraités, parce que personne ne sait comment les comprendre. » Amélie caressa distraitement la crinière de Tonnerre qui avait posé sa tête sur son épaule. Un geste d'affection devenu habituel entre eux. « J'ai peur, Claude, » admit-elle doucement. Peur des regards, des jugements. Le vieux ferreur secoua la tête. La peur ne t'a pas empêché d'approcher un cheval que tout le monde craignait. Pourquoi laisserait-elle ces hommes en costume t'intimider? Dans les jours suivants, Amélie commença discrètement à préparer une routine simple pour la fête. Rien de spectaculaire, rien qui ressemblerait aux démonstrations d'équitation classiques avec leurs figures imposées. Juste une présentation honnête de leur connexion, de ce qu'ils avaient construit ensemble. Elle choisit de ne pas utiliser de sel, seulement une simple guirlande de lavande tressée dans la crinière de Tonnerre, un hommage aux chants provençaux qui les avaient accueillis. La veille de leur départ pour Arles, alors qu'elle rassemblait ses maigres affaires, Claude arriva en courant, son visage habituellement placide déformé par l'inquiétude. « Amélie, Beaumont est furieux de ta renommée grandissante. J'ai entendu au café qu'il consulte des avocats pour contester la vente de Tonnerre. Il dit qu'il va récupérer le cheval à tout prix. » Les paroles de Claude résonnèrent, comme un coup de tonnerre dans l'esprit d'Amélie. Beaumont, contester la vente, récupérer Tonnerre. Ces mots s'entrechoquaient dans sa tête, tandis qu'elle chargeait ses affaires dans la vieille camionnette prêtée par un fermier reconnaissant. La menace planait désormais sur leur voyage à Arles, assombrissant ce qui aurait dû être un moment de fierté partagée. « Il ne peut pas faire ça, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle à Claude, sa voix trahissant une inquiétude qu'elle tentait de dissimuler à Tonnerre. Le grand cheval noir, sensible à ses émotions, avait déjà relevé la tête, ses oreilles pivotant nerveusement. « Les lois protègent les transactions légitimes, » répondit Claude en fronçant les sourcils. « Mais Beaumont a de l'influence et de l'argent. Il pourrait rendre les choses compliquées. » Le trajet jusqu'à Arles se déroula dans une atmosphère tendue. Amélie chantonnait doucement pour Tonnerre dans le van, mais son esprit vagabondait vers des scénarios inquiétants. Le cheval, comme s'il percevait ses pensées, s'agitait par moments, frappant le plancher de son sabot avant de se calmer au son de sa voix. Quand ils arrivèrent enfin aux abords de l'immense champ où se tenait la fête du cheval, le spectacle qui s'offrit à eux était intimidant. Des dizaines de camions et vans luxueux s'alignaient en rangées parfaites. Des chevaux de race aux robes lustrées étaient pansés par des palefreniers en uniforme. Des bannières colorées flottaient au vent, annonçant les écuries prestigieuses et les sponsors de l'événement. « Je n'aurais jamais dû accepter », murmura Amélie en observant ce monde qui lui semblait appartenir à une autre planète. La camionnette cabossée qui transportait Tonnerre attira immédiatement des regards, certains curieux, d'autres clairement moqueurs. Quand Amélie descendit, sa démarche asymétrique plus visible sous le coup de la nervosité, les chuchotements commencèrent. « Alors c'est elle, la gitane qui murmure d'aux chevaux ?» lança un homme en bottes impeccablement cirées à son compagnon. « Elle n'a même pas d'équipement professionnel, » répondit l'autre avec un rictus. « Comment compte-t-elle présenter quoi que ce soit de valable ?» Amélie fit semblant de ne pas entendre, concentrant toute son attention sur Tonnerre. Le cheval percevait la tension ambiante. Ses naseaux dilatés captaient les odeurs inconnues. Ses oreilles s'agitaient au moindre bruit métallique. Dans ce nouvel environnement stressant, il pourrait facilement régresser vers ses comportements défensifs. « Nous sommes ensemble », lui chuchota-t-elle en posant son front contre le sien. « Rien d'autre n'a d'importance. »« Mademoiselle Durand !» La voix chaleureuse de M. Laval trancha à travers l'atmosphère hostile. L'homme s'avançait vers eux d'un pas vif, son sourire sincère contrastant avec les expressions fermées autour d'eux. « Bienvenue à la fête. J'ai préparé un espace pour vous et votre remarquable compagnon. » Il les guida à travers la foule,
ignorant délibérément les regards interrogateurs. L'espace qu'il avait réservé se trouvait légèrement à l'écart des écuries principales, un petit enclos herbeux bordé d'arbres offrant un havre de paix relatif. J'ai pensé qu'un environnement plus calme conviendrait mieux à votre méthode, expliqua-t-il avec un clin d'œil complice. Pendant que Tonnerre explorait prudemment son nouvel espace, Amélie observa les démonstrations qui se déroulaient dans l'arène principale. Un dresseur renommé présentait un étalon andalou aux mouvements précis et mécaniques. L'homme, vêtu d'une redingote impeccable, maniait sa cravache avec une expertise calculée, obtenant une obéissance immédiate à chaque commandement. 20 ans d'expérience, 3 fouets différents et une discipline absolue, proclamait-il à la foule admirative. Voilà comment on maîtrise un animal de cette puissance. Le contraste avec sa propre approche ne pouvait être plus frappant. Amélie sentit un frisson d'appréhension. Comment sa simple démonstration de connexion pourrait-elle trouver sa place parmi ces performances spectaculaires? Mademoiselle Durand? Une voix inconnue l'attira de ses réflexions. Un homme en costume sombre, mallette à la main, la regardait avec une expression indéchiffrable. « Je suis maître Fournier, représentant légal de M. Beaumont. » Le cœur d'Amélie se serra. Elle avait espéré que les menaces de Beaumont n'étaient que des rumeurs, mais voilà qu'elles prenaient forme devant elle. « Mon client conteste formellement la légitimité de la vente de l'étalon percheron nommé Tonnerre, » continua l'avocate en lui tendant une enveloppe. « Cet animal de pédigré vaut 50 fois le montant dérisoire payé lors d'une vente effectuée dans des circonstances pour le moins douteuses. » Claude, qui avait assisté à la scène, s'interposa avec indignation. La vente était publique, avec des témoins. Beaumont voulait se débarrasser de l'animal. Il l'a lui-même qualifié de bon pour l'abattoir. Les déclarations émotionnelles faites dans le feu de l'action n'ont aucune valeur contractuelle, répondit froidement l'avocat. Mon client demande la restitution immédiate de sa propriété. Tonnerre, alerté par les voix tendues, s'était approché de la clôture. Ses yeux sombres fixaient l'avocat avec une méfiance évidente. Son corps puissant, traversé de frémissements subtils. « Ne vous inquiétez pas, mon ami, » murmura Amélie en se tournant vers lui, ignorant délibérément l'avocat. « Personne ne nous séparera. » Cette promesse, prononcée avec une conviction tranquille, sembla apaiser le grand cheval noir. Il souffla doucement, ses naseaux effleurant les cheveux d'Amélie dans un geste presque protecteur. L'incident attira l'attention de plusieurs membres de la fédération qui observaient discrètement la scène. Ils notèrent comment Amélie avait immédiatement priorisé le bien-être émotionnel de Tonnerre plutôt que de s'engager dans une confrontation juridique. Plus révélateur encore était la réaction du cheval. Loin de l'animal sauvage décrit dans les rumeurs, il manifestait un attachement évident à la jeune femme. Les heures suivantes passèrent dans une tension sous-jacente. Amélie prépara Tonnerre avec des gestes lents et rituels, tressant des brins de lavande dans sa crinière noire comme elle l'avait prévu. Pas d'étrille agressive, pas de sangles serrées, pas de mort forcée entre ses dents, uniquement des touches douces et des murmures constants. « Regarde comment elle le prépare », chuchota un vieux cavalier à son apprenti. « Pas d'équipement de contrôle. »« Comment va-t-elle le diriger ?» s'étonna le jeune homme. « C'est précisément ce que je suis curieux de découvrir, » répondit le maître, ses yeux plissés par des décennies d'expérience observant chaque interaction avec un intérêt non dissimulé. Quand vint enfin leur tour de présentation, une foule considérable s'était massée autour de l'arène. Certains attirés par curiosité pure, d'autres par l'espoir malicieux d'assister à un échec spectaculaire. Amélie sentit son cœur s'accélérer. Les regards, les chuchotements, les jugements, tout ce qu'elle avait fui pendant des années était maintenant concentré sur elle. Tonnerre perçut son anxiété. Il s'agita légèrement, ses sabots frappant nerveusement le sol. Amélie ferma les yeux un instant, puisant dans cette connexion spéciale qu'ils avaient construite. « Ce n'est que toi et moi », chuchota-t-elle en pressant sa joue contre l'encolure puissante. « Comme dans notre pré, juste toi et moi. » Ils entrèrent dans l'arène sous un silence expectatif. Amélie, vêtue simplement d'une chemise blanche et d'un pantalon noir, marchait à côté de Tonnerre. Pas de reine, pas de cravache, uniquement la guirlande de lavande ornant la crinière du majestueux percheron. « Où est l'équipement » murmura quelqu'un dans le public.
Comment va-t-elle le contrôler? La réponse vint d'elle-même. Amélie commença simplement à marcher, sa démarche légèrement asymétrique traçant un chemin à travers l'arène. Tonnerre la suivait comme une ombre, son immense corps se déplaçant avec une grâce surprenante. Quand elle s'arrêtait, il s'arrêtait. Quand elle tournait, il tournait, sans commande audible, sans pression visible. Le silence initial se transforma progressivement en un murmure d'étonnement. Ce qu'ils observaient n'était pas une démonstration technique, mais plutôt une danse, deux êtres se déplaçant en parfaite harmonie, communiquant dans un langage que peu pouvaient comprendre. Au centre de l'arène, Amélie s'immobilisa. Elle leva lentement sa main droite vers le ciel dans un geste fluide. Tonnerre, comme s'il avait attendu ce signal toute sa vie, se dressa majestueusement sur ses pattes arrière. Ce n'était pas le cabrage furieux d'un cheval effrayé, mais plutôt un mouvement délibéré, presque cérémoniel. Non pas un acte de rébellion, mais de célébration partagée. La foule retint collectivement son souffle. Même les dresseurs les plus expérimentés ne purent dissimuler leur stupéfaction. Quand Tonnerre redescendit gracieusement, posant ses sabots avant avec une délicatesse inattendue pour un animal de cette taille, un silence absolu régna pendant quelques secondes avant que n'éclate un tonnerre d'applaudissements spontanés. Certains spectateurs essuyaient discrètement des larmes. D'autres, des professionnels endurcis par des décennies de méthodes traditionnelles, se regardaient avec une expression troublée, comme si les fondements même de leur savoir venaient d'être ébranlés. Amélie s'inclina simplement, sa main reposant sur l'encolure de Tonnerre. Elle n'avait pas cherché l'approbation, mais la reconnaissance dans ses applaudissements, la validation que d'autres voix existaient, que la gentillesse n'était pas faiblesse, résonnait profondément en elle. Alors qu'elle quittait l'arène, enveloppée dans le cocon protecteur des applaudissements, un mouvement brusque attira son attention. À l'entrée se tenait Beaumont en personne, le visage congestionné par la colère, fixant Tonnerre avec une intensité dérangeante. « C'est une mascarade !» cria-t-il, dominant momentanément les applaudissements. « Cette gitane utilise des tours de foire. Cet animal a été dressé avec des méthodes traditionnelles avant de devenir fou. » Son explosion fut interrompue par un homme qui s'avança en tremblant. Jean-Pierre, ancien palefrenier de Beaumont, semblait lutter contre une peur viscérale en prenant la parole. « Je ne peux plus me taire, monsieur, » dit-il d'une voix qui gagnait en assurance à chaque mot. « C'est moi qui ai soigné cet animal quand vous l'avez forcé à sauter avec une forte fièvre, jour après jour, pour ne pas manquer le Grand Prix. Quand il s'est finalement effondré et a blessé mon collègue, vous avez ordonné qu'on le batte comme punition. » Un murmure d'indignation parcourut la foule. Laval s'approcha, son expression habituellement affable remplacée par une gravité solennelle. « Monsieur Beaumont, ce sont des accusations graves de maltraitance animale. La Fédération devra enquêter sur l'ensemble de vos écuries. » Après la présentation, tandis qu'Amélie serrait le cou de Tonnerre entre les applaudissements, Beaumont apparut à l'entrée de l'arène, accompagné de 2 gendarmes et d'un huissier de justice, brandissant des documents officiels. « Cette femme est en possession illégale de ma propriété. J'ai ici un mandat pour la restitution immédiate de l'animal. » Le silence s'abattit sur l'arène comme un coup de tonnerre silencieux. Amélie, encore enveloppée dans l'euphorie des applaudissements, sentit son cœur se glacer en voyant Beaumont flanqué des représentants de la loi. Les documents qu'il brandissait semblaient plus menaçants que n'importe quelle arme. Instinctivement, ses bras se resserrèrent autour de l'encolure de Tonnerre, qui perçut immédiatement sa détresse. Le grand cheval noir frémit, ses oreilles se plaquèrent en arrière, un écho du comportement défensif qu'il n'avait plus manifesté depuis des mois. L'officier de justice s'avança, visiblement mal à l'aise face à cette intervention publique. Il examina les papiers avec une expression grave, puis leva les yeux vers Amélie. « Mademoiselle, il semble qu'il y ait un mandat pour la restitution immédiate de l'animal à son propriétaire légitime. » Beaumont se tenait en retrait, un sourire satisfait aux lèvres, savourant déjà sa victoire. Les spectateurs, d'abord confus, commençaient à comprendre la situation, formant un cercle autour de la scène qui se jouait. « Non » murmura Amélie, sa voix à peine audible. Puis, rassemblant son courage, elle répéta plus fermement « Non, vous ne pouvez pas l'emmener. Regardez-le.
Regardez ce qu'il est devenu. Il sera détruit si vous le ramenez là-bas. » Le tremblement dans sa voix n'était pas dû à la peur pour elle-même, mais à la terreur de voir Tonnerre retourner dans un monde de châtiment et d'isolement. Le cheval, comme s'il comprenait parfaitement l'enjeu, commença à s'agiter davantage, son souffle s'accélérant, ses muscles se tendant sous sa robe luisante. L'officier soupira, visiblement troublé. « La loi est claire, mademoiselle. Les documents semblent en ordre. La valeur marchande de cet animal, sa valeur, » l'interrompit Amélie, une indignation rare colorant sa voix habituellement douce. « Sa valeur ne se mesure pas en euros. Sa valeur est dans sa confiance retrouvée, dans sa capacité à aimer malgré les souffrances qu'on lui a infligées. » Un mouvement attira son attention. Claude, le vieux ferreur, s'était avancé, suivi par plusieurs villageois de Saint-Rémy qui avaient fait le déplacement pour la soutenir. « Monsieur l'officier, » intervint Claude de sa voix rocailleuse, « vous devez écouter ce que nous avons à dire avant de prendre une décision. » Derrière lui, une petite foule se formait, des fermiers aux mains calleuses, des mères tenant leurs enfants par la main, même quelques cavaliers professionnels qui avaient été touchés par la démonstration d'Amélie. « Cet homme, » poursuivit Claude en pointant Beaumont d'un doigt accusateur, était connu pour ses méthodes brutales. J'ai ferré ses chevaux pendant des années et j'ai vu les marques de fouet qu'il cachait sous les selles de cuir fin. Des murmures approbateurs s'élevèrent. Une femme s'avança, tenant par la main la petite fille aux tresses blondes qui avait nourri Tonnerre quelques semaines plus tôt. « Ma fille souffre d'anxiété sévère depuis sa naissance, » dit-elle d'une voix claire. Aucun thérapeute n'avait réussi à la faire sourire comme elle l'a fait avec ce cheval. Mademoiselle Durand nous a appris à l'approcher sans peur, à l'écouter. Elle n'a jamais demandé un centime pour son aide. D'autres témoignages suivirent. Un éleveur racontant comment Amélie avait sauvé son taureau blessé. Un adolescent expliquant comment elle lui avait enseigné à communiquer avec son poney rétif. Chaque histoire renforçait l'image d'une femme dont les méthodes, loin d'être de la sorcellerie, relevaient simplement d'une compréhension profonde des besoins fondamentaux des êtres vivants. Monsieur Laval, qui observait la scène avec attention, s'avança à son tour. Sa position au sein de la fédération équestre lui conférait une autorité naturelle qui fit taire les murmures. « Monsieur, » dit-il en s'adressant directement à l'officier, « j'observe le travail de cette jeune femme depuis plusieurs semaines. Ce qu'elle a accompli avec cet animal est extraordinaire et parfaitement éthique. Je suggère fortement que nous assistions à sa démonstration avant toute décision. » Beaumont s'agita, sentant le vent tourner. « C'est ridicule. Mes droits de propriété sont clairement établis. Cette fille a manipulé un animal dressé par des professionnels. » Sa protestation fut interrompue par une voix tremblante mais déterminée. Jean-Pierre, l'ancien palefrenier qui avait déjà témoigné, s'avança davantage, comme porté par une force nouvelle. « Monsieur l'officier, je dois compléter mon témoignage, » dit-il, le regard fixé sur ses propres mains plutôt que sur le visage furieux de Beaumont. « J'étais responsable des écuries de Monsieur Beaumont pendant 7 ans. Tonnerre était son cheval d'exhibition favori jusqu'à l'incident. » Un silence attentif s'installa, même Beaumont semblant momentanément paralysé par la tournure des événements. Tonnerre avait contracté une fièvre pendant un concours majeur, poursuivit Jean-Pierre. N'importe quel vétérinaire aurait recommandé du repos, mais M. Beaumont insistait pour qu'il continue à sauter. Jour après jour, malgré nos protestations, il le poussait au-delà de ses limites. Des exclamations indignées s'élevèrent de la foule grandissante. Jean-Pierre, encouragé, continua son récit. « Quand Tonnerre s'est finalement effondré et a blessé mon collègue dans sa chute, ce n'était pas par méchanceté, c'était de l'épuisement pur. Mais la punition... » Sa voix se brisa. La punition a été terrible. 3 jours sans eau, des coups de cravache, l'isolement complet. C'est après cela qu'il est devenu ce que tous appelaient incontrôlable. Un silence horrifié accueillit ces révélations. Tonnerre, comme s'il ressentait l'émotion collective, frémit contre Amélie. Elle murmura doucement à son oreille, caressant son encolure en mouvements apaisants. L'officier regardait maintenant les documents dans sa main avec une expression différente. Il échangea un regard avec les gendarmes qui l'accompagnaient, puis avec M. Laval. « Ces accusations sont graves, » dit-il finalement. « Elles pourraient constituer un motif de suspension temporaire de ce mandat, le temps d'une enquête approfondie. » Beaumont, voyant son plan s'effondrer, perdit toute contenance.
Poussé par la rage et l'humiliation, il bouscula l'officier et s'avança dans l'arène, tirant de sa veste une cravache qu'il fit claquer dans l'air. « Viens ici, animal stupide !» hurla-t-il en direction de Tonnerre. « Je suis toujours ton maître. » Le choc figea l'assemblée. Tonnerre se cabra légèrement, ses yeux soudain dilatés par un souvenir de terreur. Amélie, au lieu de le retenir, s'écarta doucement de lui, créant un espace entre eux. « Choisis ce que ton cœur désire, mon ami, » chuchota-t-elle, assez fort pour que ceux à proximité l'entendent. « Tu es libre. » Ce moment suspendu semblait contenir toute l'histoire de leur relation. La confiance construite patiemment, jour après jour, contre la terreur des années de maltraitance. Tonnerre regardait alternativement Beaumont et Amélie, son corps puissant parcouru de tremblements subtils, ses naseaux dilatés captant les odeurs contradictoires de menace et de sécurité. Puis, dans un mouvement qui arracha un soupir collectif à l'assistance, le majestueux percheron fit quelques pas en direction de Beaumont. Le visage du viticulteur s'illumina d'un sourire triomphant. « Vous voyez, il reconnaît son vrai maître », lança-t-il avec arrogance. Mais Tonnerre s'arrêta à mi-chemin. Il observa Beaumont pendant ce qui sembla une éternité, ses oreilles dressées attentivement, son corps immobile comme une statue équestre. Puis, dans un geste délibéré qui ne laissait place à aucune ambiguïté, il fit demi-tour et retourna vers Amélie, se positionnant protectivement entre elle et son ancien tortionnaire. « Impossible », murmura Beaumont, laissant tomber sa cravache sous le choc. « Il devrait me craindre. »« C'est justement le problème, » répondit Amélie doucement, sa main reposant sur l'encolure de Tonnerre. « Vous avez tout construit sur la peur. J'ai construit sur la confiance. » Ces paroles simples résonnèrent dans l'arène silencieuse avec la force d'une vérité universelle. Laval s'avança, accompagné d'autres membres de la fédération dont les visages graves reflétèrent la portée de ce qu'ils venèrent de voir. « Les documents de propriété sont invalidés par les preuves de maltraitance systématique, monsieur Beaumont, » déclara Laval d'une voix ferme. « Et je crains que votre réputation dans la communauté équestre ne soit irrémédiablement compromise. » Beaumont, le visage déformé par une rage impuissante, tourna les talons et quitta l'arène sous les regards accusateurs de la foule. Son départ marquait plus qu'une simple défaite personnelle. C'était la victoire symbolique d'une approche fondée sur le respect contre des siècles de domination par la force. Les jours suivants furent intenses. Des enquêteurs de la protection animale, alertés par les témoignages publics, visitèrent les écuries de Beaumont. Ils y découvrirent d'autres cas de négligence et de cruauté, entraînant des amendes substantielles et la révocation de ses licences d'éleveur. Sa chute, aussi rapide que spectaculaire, devint un avertissement pour d'autres adeptes des méthodes coercitives. Pour Amélie et Tonnerre, le retour à Saint-Rémy fut triomphal. Les villageois, fiers du rôle qu'ils avaient joué dans cette victoire collective, les accueillirent avec des guirlandes de fleurs sauvages et des paniers de fruits. Claude, les larmes aux yeux, serra Amélie dans une étreinte maladroite mais sincère. « Tu as fait plus que sauver un cheval, petite », dit-il en observant Tonnerre qui broutait paisiblement à quelques mètres. « Tu as peut-être changé la façon dont beaucoup verront ces créatures désormais. » Cette nuit-là, assise sur le perron de sa modeste cabane, Amélie contemplait les étoiles qui scintillaient au-dessus des plaines de Camargue. Tonnerre, libre d'aller où bon lui semblait, avait choisi de se coucher près d'elle, sa grande tête reposant confortablement sur ses genoux. « Nous sommes libres maintenant », murmura-t-elle en caressant sa crinière. « Vraiment libres. » Elle sentait que quelque chose avait changé en elle aussi. Une peur ancienne s'était dissipée, celle d'être toujours rejetée, toujours la dernière choisie. Car aujourd'hui, devant des centaines de témoins, elle avait été choisie. Choisie par un être qui avait toutes les raisons de ne plus jamais faire confiance. « Impossible », murmura Beaumont, laissant tomber sa cravache tandis que Laval s'avançait avec d'autres membres de la fédération. « Les documents de propriété sont invalidés par les preuves de maltraitance systématique, et je crains que votre réputation dans la communauté équestre ne soit irrémédiablement compromise, monsieur Beaumont. » Le retour à Saint-Rémy après la confrontation publique avec Beaumont ressemblait à un rêve éveillé pour Amélie. Les villageois l'accueillaient comme une héroïne, agitant des mouchoirs et l'appelant par son nom. Pour quelqu'un qui avait passé sa vie à se faire invisible, cette attention aurait dû être insupportable. Pourtant,
Elle la traversait avec une étrange sérénité, son esprit encore absorbé par ce moment où Tonnerre avait fait son choix, devant des centaines de témoins. Malgré cette célébrité naissante, elle s'empressa de retrouver le calme de sa petite cabane. Les jours suivants, tandis que l'enquête contre Beaumont progressait, révélant un système d'abus bien plus vaste que quiconque ne l'imaginait, Amélie choisit de rester à l'écart des discussions de café et des journalistes curieux. Ce n'était pas par timidité, mais par besoin de silence. Une qualité qu'elle avait toujours cultivée et que Tonnerre semblait particulièrement apprécier. Un soir, alors que le soleil teintait les plaines de Camargue d'un orange profond, elle se réveilla en sursaut, le cœur battant. Les images étaient vives, presque tactiles. Le crissement du métal, les cris de sa mère, l'odeur d'essence et de brûlé. Le cauchemar qu'elle n'avait plus fait depuis des mois était revenu, déclenché sans doute par l'intensité émotionnelle des derniers jours. Sans réfléchir, elle s'habilla en hâte et sortit dans la nuit naissante. Ses pas la menèrent instinctivement vers le galpon, où Tonnerre avait choisi de dormir, malgré la liberté constante d'aller et venir. Le grand cheval noir se redressa immédiatement à son approche, ses oreilles pivotant avec inquiétude, ses naseaux captant l'odeur subtile de sa peur. « Ce n'est rien », murmura-t-elle en s'asseyant sur une botte de foin. « Juste des souvenirs. » Tonnerre s'approcha lentement, son souffle chaud caressant ses cheveux. Puis, dans un geste d'une tendresse surprenante pour un animal de cette taille, il s'allongea précautionneusement près d'elle, offrant son flanc comme un mur protecteur contre les fantômes de la nuit. Amélie s'appuya contre lui, sentant la chaleur de son corps massif, le rythme régulier de sa respiration. « Toi aussi tu fais des cauchemars », chuchota-t-elle. « Tu rêves de lui, de la douleur ?» Le cheval émit un souffle profond, presque un soupir humain. Dans l'obscurité paisible du galpon, avec pour seule lumière les rayons argentés de la lune filtrant entre les planches, Amélie se sentit suffisamment en sécurité pour ouvrir la porte verrouillée de ses propres souvenirs. « J'avais 7 ans, commença-t-elle doucement, comme si elle racontait une histoire à un enfant. Nous revenions d'une foire près d'Avignon. Mes parents étaient musiciens. Ma mère chantait, mon père jouait du violon. Il pleuvait cette nuit-là. Sa voix se brisa légèrement, mais elle continua, encouragée par la présence attentive de Tonnerre dont les oreilles suivaient chaque mot. Un camion a glissé sur la route mouillée. Je me souviens du bruit, comme le ciel qui se déchire. Et puis le silence. Un silence terrible. Elle n'avait jamais raconté cette histoire en entier, pas même à Claude. Les mots, longtemps retenus, s'écoulaient à maintenant comme une rivière libérée après des années de sécheresse. Je suis resté coincé dans la voiture pendant des heures, ma jambe écrasée sous le siège. Quand ils m'ont finalement sorti, mes parents étaient déjà partis. Et ma jambe, elle n'a jamais complètement guéri. Tonnerre émit un petit hennissement doux, comme une réponse à sa douleur. Amélie sourit dans l'obscurité, caressant son encolure puissante. Nous sommes pareils, tu sais, des blessures visibles, d'autres cachées. Mais nous apprenons à vivre avec, pas vrai ? Cette nuit-là, blottie contre le flanc chaud de Tonnerre, Amélie dormit d'un sommeil sans rêve pour la première fois depuis des années. L'aube la trouva toujours dans le galpin, réveillée par le bruit d'une voiture approchant. Alarmée, les visiteurs étaient rares à cette heure. Elle se leva précipitamment. Tonnerre se redressa également, instantanément alerte. Par la porte entr'ouverte, elle aperçut une élégante berline noire s'arrêter devant sa cabane. Une femme âgée en descendit avec une grâce qui défiait ses années. Grande, le dos droit malgré son âge, vêtue d'un tailleur impeccable, elle regardait autour d'elle avec une expression indéchiffrable. « Madame » appela Amélie en s'avançant, intriguée. La femme se tourna vers elle et son visage s'illumina d'une émotion complexe. Surprise, reconnaissance, peut-être même une touche de remords. « C'est bien vous » murmura-t-elle. « Vous avez les yeux de votre grand-mère, petite. » Amélie s'immobilisa, le cœur battant. « Vous connaissiez ma famille ?» La femme, Madame Rousseau comme elle se présenta, hocha lentement la tête. « Avant l'accident. Votre mère, Esmeralda, travaillait dans mes vignobles, comme votre père. » Le monde d'Amélie sembla momentanément vaciller. Pendant toutes ces années à l'orphelinat, personne n'avait mentionné de famille étendue, d'amis, de connexion.
Elle avait grandi avec l'idée d'être complètement seule au monde. Madame Rousseau s'assit sur le petit banc devant la cabane, ses mouvements empreints d'une élégance surannée. « J'ai lu l'article sur vous et ce remarquable cheval dans le journal régional. Votre nom m'a frappé immédiatement. Il n'y a pas beaucoup de Durand avec des origines gitanes dans la région. »« Vous saviez que j'étais gitane ?» demanda Amélie, étonnée que cette information ait été préservée alors que tant d'autres avaient été perdues. « Votre mère était fière de ses racines, même si elle avait choisi une vie plus conventionnelle. Elle avait un don avec les animaux, tout comme vous apparemment. » La conversation se poursuivit tandis que le soleil montait dans le ciel. Madame Rousseau révéla qu'elle était la propriétaire de la viniculture où les parents d'Amélie travaillaient, une des plus anciennes de la région. Elle raconta des anecdotes sur Esmeralda calmant les chevaux de trait pendant les vendanges, chantant doucement des mélodies que personne d'autre ne connaissait. « Après l'accident, continua-t-elle, sa voix s'assombrissant, j'aurais dû m'occuper de vous. Mais les services sociaux ont agi rapidement. Et puis, des complications administratives, mon âge, mes voyages fréquents. » Elle s'interrompit, visiblement en proie à un ancien regret. Puis, avec un geste presque cérémoniel, elle sortit de son sac un petit écrin en velours usé. « J'ai récupéré ceci dans les débris de la voiture, avant que tout ne soit enlevé. Je l'ai gardé, espérant qu'un jour... » Elle tendit l'écrin à Amélie, qui l'ouvrit avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait un médaillon en argent terni, gravé de motifs floraux complexes. Lorsqu'elle l'ouvrit, une minuscule photographie apparut. Une jeune femme aux cheveux noirs et au sourire lumineux, tenant un violon. « Maman » souffla Amélie, le mot étrange sur ses lèvres après tant d'années. La ressemblance était frappante, les mêmes yeux en amande, la même courbe du sourire. Amélie sentit quelque chose se briser et se reconstituer simultanément en elle, comme un os mal ressoudé qu'on réaligne enfin. Derrière elle, un hennissement doux lui rappela la présence de Tonnerre. Le grand cheval noir s'était approché silencieusement et observait la scène avec une curiosité tranquille. « Voici Tonnerre, » dit Amélie, en essuyant une larme furtive. « Il m'a sauvé autant que je l'ai sauvé. » Madame Rousseau observa l'animal avec un respect évident. « Je vois pourquoi vous vous entendez si bien. Vous partagez la même âme, sauvage mais douce, méfiante mais loyale. » Les jours suivants apportèrent d'autres révélations, d'autres fragments de son passé patiemment reconstitués par Madame Rousseau, des photos jaunies de ses parents lors des fêtes de vendange, des histoires sur les talents musicaux de son père, des anecdotes sur sa propre naissance pendant une nuit d'orage particulièrement violente. Parallèlement à cette redécouverte de ses racines, Amélie continuait à aider les animaux problématiques qu'on lui confiait. Claude l'encourageait régulièrement à partager ses connaissances plus largement. « Tu pourrais enseigner, petite » insistait-il un après-midi, alors qu'ils observaient à Tonnerre guider gentiment un poulain nerveux vers un abreuvoir. « Beaucoup de gens demandent comment tu fais. » Amélie secoua la tête, embarrassée. « Ce n'est pas quelque chose qui s'enseigne, Claude. C'est quelque chose qui se ressent. Alors enseigne-leur à ressentir, » répliqua-t-il avec sa logique simple mais imparable. La question resta en suspens jusqu'à l'arrivée inattendue du docteur Martin, un jeune vétérinaire recommandé par Monsieur Laval. Grand, avec des lunettes à monture fine et un air perpétuellement préoccupé, Thomas Martin était connu pour ses méthodes progressistes, souvent critiqué par ses collègues plus traditionnels. « J'ai entendu parler de votre travail avec les chevaux traumatisés, » expliqua-t-il en examinant respectueusement Tonnerre à distance. « Les méthodes traditionnelles échouent avec tant d'entre eux. J'espérais, observer peut-être. » Sa sincérité était évidente, tout comme sa frustration face aux limites de sa formation. À l'école vétérinaire, on nous apprend à traiter les symptômes physiques, mais les traumatismes psychologiques... Amélie comprenait parfaitement ce qu'il décrivait. Cette frontière invisible entre la science médicale et quelque chose de plus ancien, de plus instinctif. « Vous pouvez rester, » accepta-t-elle finalement. « Mais il n'y a pas grand-chose à observer. La plupart du temps, je suis juste présente avec eux. » Le docteur Martin, Thomas, comme il insista pour qu'elle l'appelle, devint un visiteur régulier. Contrairement à ce qu'elle craignait, il n'essayait pas de catégoriser ou d'analyser cliniquement ses méthodes. Il observait simplement, parfois prenait des notes, souvent posait des questions réfléchies,
qui l'obligeait à articuler ce qu'elle faisait instinctivement. Un jour, acceptant finalement la suggestion de Claude, Amélie accueillit un petit groupe de personnes intéressées, 2 fermiers locaux, une jeune fille passionnée d'équitation et Thomas. Au lieu d'une leçon formelle, elle les invita simplement à s'asseoir en cercle dans le pré, à distance respectueuse de Tonnerre et des autres chevaux qu'elle hébergeait temporairement. La première chose à comprendre, commença-t-elle doucement, c'est que nous devons écouter avant de parler. Ces animaux ont tous leur histoire, comme nous. La guérison commence quand nous arrêtons d'imposer notre volonté et commençons à entendre la leur. La simplicité de ces paroles contrastait avec la profondeur de ce qu'elle tentait de transmettre. Il ne s'agissait pas de technique ou d'astuce, mais d'une philosophie entière, d'une façon d'être avec les autres créatures qui exigeait patience et humilité. À la fin de cette première session improvisée, alors que les visiteurs se dispersaient, échangeant impressions et questions, Thomas s'attarda. Il avait été particulièrement silencieux pendant la leçon, prenant des notes occasionnelles, son front plissé en une expression de concentration intense. « Merci », dit-il simplement lorsqu'ils furent seuls. « Ce que vous faites, c'est important, pas seulement pour ces chevaux, mais pour notre compréhension de la communication interespèce. » Amélie sourit, touchée par sa sincérité. « Ce n'est pas si compliqué, c'est juste de l'empathie, je suppose. » « L'empathie est rarement enseignée dans nos écoles, » répondit-il avec un sourire légèrement amer. Leur conversation fut interrompue par l'approche de Tonnerre. Le grand cheval noir, habituellement méfiant envers les étrangers, surtout les hommes, s'arrêta à quelques pas de Thomas. Ses oreilles étaient dressées avec curiosité, son attitude détendue, un comportement qu'Amélie ne lui avait jamais vu avec un inconnu. Thomas resta parfaitement immobile, respectant l'espace de l'animal. Après un long moment d'évaluation mutuelle, Tonnerre avança et tendit son museau, effleurant légèrement l'épaule du vétérinaire. « Il vous accepte », murmura Amélie, étonnée. Leurs regards se croisèrent par-dessus l'encolure de Tonnerre. Un moment de connexion qui provoqua chez Amélie une sensation étrange, à la fois réconfortante et déstabilisante. Une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis... En fait, qu'elle n'avait peut-être jamais ressentie auparavant. Une sensation de reconnaissance, comme si quelque chose en elle identifiait quelque chose en lui. « À bientôt, j'espère ?» demanda Thomas en partant, son regard s'attardant sur elle avec une question implicite. Amélie hocha la tête, soudain consciente du battement accéléré de son cœur. Alors qu'elle regardait sa voiture s'éloigner sur le chemin poussiéreux, Tonnerre vint se placer à côté d'elle, son souffle chaud contre sa joue comme une approbation silencieuse. La connexion entre Amélie et le docteur Thomas Martin prit racine comme une jeune pousse au printemps, d'abord fragile, presque imperceptible, puis de plus en plus visible au fil des jours. Après cette première leçon improvisée et l'approbation silencieuse de Tonnerre, Thomas revint régulièrement à la petite propriété d'Amélie, apportant parfois des équipements médicaux discrets, d'autres fois simplement des questions nouvelles. Par un matin frais d'automne, ils travaillaient ensemble auprès d'un cheval récemment sauvé des écuries de Beaumont, une jument baie nommée Étoile, dont le regard perpétuellement effrayé témoignait d'années de maltraitance. Elle a été battue chaque fois qu'elle hésitait devant un obstacle, expliqua Thomas en examinant doucement ses antérieurs. Ses tendons portent les marques d'efforts excessifs répétés. Amélie observait la jument tremblante, notant comment ses oreilles se plaquaient au moindre mouvement brusque. Elle s'assit simplement à distance, fredonnant la mélodie occitane que sa mère chantait autrefois, celle qui avait établi le premier contact avec Tonnerre. « Tu n'utilises jamais de sédatifs ?» demanda Thomas, fasciné par la façon dont la jument se détendait progressivement au son de la voix d'Amélie. « Les médicaments peuvent calmer le corps, mais pas l'âme, » répondit-elle doucement. « Regarde ses yeux. Ils te diront quand elle commencera vraiment à guérir. » Thomas sortit un petit appareil de sa mallette, l'activant discrètement. « J'ai commencé à documenter tes méthodes, » expliqua-t-il devant le regard interrogateur d'Amélie. « Cet appareil mesure le cortisol, l'hormone du stress, dans l'air expiré. Les niveaux baissent significativement pendant tes sessions. » Il s'accroupit près d'elle, son visage animé par un enthousiasme scientifique qu'elle trouvait étrangement attachant. « Tu modifies littéralement la chimie cérébrale de ces animaux, Amélie. Ce que tu fais instinctivement pourrait révolutionner nos approches vétérinaires.
Un léger rougissement colora les joues d'Amélie. « Je fais simplement ce qui me semble juste. C'est précisément ce qui est extraordinaire, » insista Thomas. « À la faculté, ils m'ont enseigné à traiter le corps, jamais l'âme de l'animal. Quand je parlais d'états émotionnels équins, mes professeurs levaient les yeux au ciel. La frustration dans sa voix était palpable. Amélie comprit qu'il partageait une forme de marginalisation, elle pour sa différence physique et ses origines, lui pour ses idées considérées comme trop progressistes dans un milieu traditionnaliste. Les jours s'écoulèrent, rythmés par ces collaborations qui brouillaient la frontière entre science et intuition. Le petit groupe d'élèves d'Amélie s'agrandit progressivement. Des enfants du village voisin, des fermiers curieux, et même quelques dresseurs professionnels venus observer discrètement cette approche qui faisait parler toute la région. Un matin, alors qu'une dizaine de personnes s'installaient en cercle dans le pré pour une nouvelle session, Amélie remarqua que Tonnerre, habituellement en retrait pendant ces rassemblements, s'approchait délibérément. Le grand cheval noir observa le groupe, puis, à la stupéfaction générale, commença à démontrer différentes postures, oreilles plaquées en réaction à un mouvement brusque d'un participant, puis oreilles dressées quand la personne se calmait. « Est-ce qu'il nous montre ?» chuchota une femme incrédule. Amélie sourit, aussi surprise que les autres. « Je crois qu'il a décidé de devenir assistant enseignant. » Cette scène extraordinaire fut éclipsée quelques jours plus tard par un moment d'une intensité émotionnelle rare. Une mère désespérée arriva à l'improviste tenant par la main une petite fille de 8 ans, au regard absent. « On m'a dit que vous pourriez peut-être... Les médecins ont essayé tant de choses, » expliqua-t-elle, la voix tremblante. « Lucie est autiste, elle n'a jamais établi de contact avec quiconque. » Amélie regarda l'enfant silencieuse, reconnaissant dans son isolement un écho de sa propre solitude d'orpheline. Sans promettre de miracle, elle amena doucement Lucie vers un petit poney gris récemment arrivé, un animal maltraité qui refusait également tout contact. « Ils sont semblables », expliqua-t-elle simplement à la mère. « Parfois, ceux qui sont blessés de la même façon se reconnaissent. » Elle guida Lucie pour s'asseoir simplement près du poney, sans exigence, sans attente. Les minutes s'étirèrent en silence. Thomas et la mère observaient, retenant leur souffle. Puis, dans un geste d'une spontanéité bouleversante, Lucie tendit sa petite main vers le museau du poney, qui l'effleura délicatement. Un son étrange s'échappa des lèvres de l'enfant, son premier rire. Sa mère s'effondra en larmes. Elle n'avait jamais... avec personne. Thomas, qui avait observé la scène, rejoignit Amélie alors que le soleil déclinait à l'horizon, peignant les champs de Camargue d'or et de pourpre. Ils marchèrent en silence, côte à côte, jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent pour faire face au crépuscule flamboyant. « Tu pourrais aider tant de personnes et d'animaux, Amélie. Ce que tu fais dépasse le simple dressage. C'est une forme de thérapie. »« Je ne suis pas thérapeute, » protesta-t-elle doucement. « Je n'ai pas de diplôme, pas de... Les diplômes ne sont que du papier. » L'interrompit-il. « Ce que tu possèdes est bien plus rare, et cela mérite un nom. » Il se tourna vers elle, son visage illuminé par les derniers rayons du soleil. « Équitation compassionnée », proposa-t-il. Un terme qui honore à la fois la tradition équestre française et ton approche unique. Amélie roula ces mots sur sa langue, appréciant leur résonance. « Équitation compassionnée », répéta-t-elle avec un sourire timide, comme si la formalisation de sa pratique intuitive lui donnait soudain une légitimité qu'elle n'avait jamais recherchée. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Claude, qui apportait des nouvelles fraîches du village. « Beaumont a vendu ses dernières propriétés », annonça-t-il, une satisfaction non dissimulée dans sa voix rugueuse. « Ruiné par les amendes et les procès, il a quitté la région hier. » Un murmure de surprise parcourut le petit groupe qui s'était spontanément formé autour d'eux. La chute de celui qui avait incarné l'arrogance et la cruauté semblait marquer symboliquement la fin d'une époque. Ce soir-là, au café du village, une célébration discrète s'organisa. Les habitants levèrent leurs verres en un toast silencieux, non pas à la ruine d'un homme, mais à la victoire d'une idée, d'une approche plus humaine envers ces créatures qui partageaient leur existence. Thomas, assis à côté d'Amélie, observait son profil délicat éclairé par la lumière tamisée du café. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle, cette combinaison unique de force tranquille et de vulnérabilité.
cette sagesse intuitive qui défiait tout ce qu'on lui avait enseigné. « J'ai une proposition », dit-il soudain, baissant la voix pour que seule Amélie puisse l'entendre. La faculté vétérinaire cherche à développer un programme spécial combinant médecine traditionnelle et approche alternative. Avec ta permission, je voudrais proposer un protocole intégré basé sur tes méthodes. Les yeux d'Amélie s'écarquillèrent de surprise. Ils accepteraient, sans qualification formelle? Les résultats sont ma qualification, répondit Thomas avec conviction. Et j'ai des heures d'observation documentées, des mesures physiologiques. La science confirme ce que ton intuition a toujours su. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée inattendue de Claude, accompagné de plusieurs autres villageois. Leur visage arborait une expression énigmatique, mélange d'excitation et de solennité. « Nous avons quelque chose à te montrer, petite », annonça Claude mystérieusement. Intriguée, Amélie suivit le groupe jusqu'à une voiture. 20 minutes plus tard, ils s'arrêtaient devant une propriété abandonnée bordant son petit terrain. Une maison de pierre ancienne entourée de plusieurs hectares, avec des bâtiments annexes envahis par la végétation. « La propriété Valmont », expliqua Claude en désignant les lieux d'un geste large. « Inoccupée depuis 15 ans. Le propriétaire vient de la mettre en vente à un prix accessible. » Amélie regardait autour d'elle, perplexe. « C'est magnifique, mais pourquoi me montrer cela ?» Les villageois échangèrent des regards complices avant que le maire, un homme discret qui avait observé l'évolution d'Amélie depuis son arrivée, ne s'avance. « Nous avons déjà réuni la moitié de la somme nécessaire », expliqua-t-il simplement. « Le reste pourrait venir de petites mensualités des étudiants. Ce serait l'endroit parfait pour établir officiellement votre école. » « Notre école ?» balbutia Amélie, abasourdie. « L'école d'équitation compassionnée », confirma le maire avec un sourire. « Un lieu où d'autres pourraient apprendre ce que vous avez à enseigner, où des animaux blessés pourraient guérir. » L'émotion submergea Amélie, lui coupant momentanément la parole. Ces gens qu'elle avait si longtemps observés de loin, persuadés d'être invisibles à leurs yeux, avaient non seulement vu son travail, mais l'avaient jugé suffisamment précieux pour y investir leurs propres ressources. Incapable de parler, elle serra chacun d'entre eux dans ses bras, les larmes coulant librement sur ses joues. Ce geste simple, le premier contact physique qu'elle initiait avec beaucoup d'entre eux, en disait plus long que n'importe quel mot. Cette nuit-là, Amélie et Thomas restèrent longtemps à explorer la vieille propriété au clair de lune, imaginant les possibilités qu'elle offrait. Les anciennes écuries pourraient être transformées en espaces ouverts, sans box fermés. Le pré en pente douce serait parfait pour les exercices en liberté. La grange pourrait devenir une salle pour les séances théoriques. « Je peux voir ton rêve prendre forme ici », murmura Thomas en observant Amélie contempler les lieux, ses yeux brillants reflétant la lumière argentée de la lune. « Notre rêve », corrigea-t-elle doucement, prenant sa main dans la sienne pour la première fois. Le contact, simple mais chargé de promesses, suspendit le temps autour d'eux. Dans ce moment parfait, où passé et futur semblaient fusionner en un présent lumineux, le bruit distant d'un moteur rompit soudain le silence. Des phares illuminèrent le chemin rural et un véhicule officiel de la protection animale s'arrêta devant eux. Une inspectrice à l'expression grave en descendit. « Mademoiselle Durand, nous avons reçu une dénonciation anonyme de maltraitance animale sur votre propriété. » « Mademoiselle Durand, nous avons reçu une dénonciation anonyme de maltraitance animale sur votre propriété. » Ces mots frappèrent Amélie comme un coup physique. La silhouette sévère de l'inspectrice se découpait dans la lumière des phares, son badge officiel luisant sous le clair de lune. L'accusation semblait tellement absurde qu'Amélie resta momentanément sans voix, incapable de formuler une réponse cohérente. « Maltraitance ?» répéta-t-elle finalement, sa voix à peine audible. « C'est exactement contre cela que je me bats chaque jour. » L'inspectrice, Madame Belfort selon son badge, était une femme d'une 50aine d'années au chignon strict et au regard pénétrant. Elle sortit un carnet de sa poche, consultant ses notes avec une expression impassible. « Je dois procéder à une inspection complète des lieux et des animaux sous votre garde », annonça-t-elle d'un ton neutre. « Maintenant, si possible. » Thomas s'avança, plaçant instinctivement son corps légèrement devant Amélie dans un geste protecteur. « C'est clairement une manœuvre de représailles, » dit-il avec une indignation contrôlée.
Les méthodes d'Amélie menacent le statu quo de certaines personnes influentes. Madame Belfort leva un sourcil, observant attentivement le jeune vétérinaire. « Docteur Martin, n'est-ce pas? Votre présence ici est intéressante. La dénonciation mentionnait également votre complicité dans des pratiques non conventionnelles dangereuses. » Le chemin du retour vers la petite propriété d'Amélie se fit dans un silence tendu. La nuit qui avait commencé avec des rêves d'avenir se transformait en cauchemar administratif. Amélie sentait son estomac se nouer à l'idée que quelqu'un ait pu l'accuser précisément de ce qu'elle combattait avec toute son âme. Lorsqu'ils arrivèrent, Tonnerre les attendait près de la clôture, comme s'il avait senti leur détresse à distance. Ses oreilles pivotèrent nerveusement à la vue de l'étrangère en uniforme, son corps puissant se tendant imperceptiblement. Madame Belfort commença son inspection méthodiquement, examinant d'abord les installations avec un œil critique. Elle notait chaque détail dans son carnet, l'absence de box fermée, les portes toujours ouvertes, l'eau fraîche disponible en permanence, la qualité du foin. « Vous n'utilisez pas de système de contention ?» demanda-t-elle en remarquant l'absence totale de longe, martingale ou entrave. « Jamais », répondit simplement Amélie. « La contention crée la résistance. La liberté encourage la coopération. » L'inspectrice nota cette réponse, son expression restant indéchiffrable. Puis elle demanda à voir les animaux un par un, commençant par les plus récemment arrivés. La jument Étoile, encore visiblement traumatisée, s'approcha avec hésitation. Madame Belfort observa attentivement les cicatrices sur ses flancs, les marques d'anciens mauvais traitements. « Ces blessures sont antérieures à son arrivée chez vous ?» interrogea-t-elle. « Oui, elle vient des écuries Beaumont, via un acheteur intermédiaire qui l'a négligée, » expliqua Thomas, son expertise vétérinaire donnant du poids à ses paroles. « J'ai documenté son état à son arrivée il y a 3 semaines. Les photos sont dans mon dossier. » La mention de Beaumont provoqua une réaction subtile chez l'inspectrice. Un léger plissement des yeux qui n'échappa pas à Amélie. Les questions qui suivirent devinrent plus spécifiques, presque orientées. Utilisez-vous des méthodes de contention par la faim? Des périodes d'isolement pour rééduquer les animaux difficiles? Ces questions précises, qui faisaient écho aux pratiques connues de Beaumont, confirmèrent les soupçons d'Amélie sur l'origine de la dénonciation. « Jamais », répondit-elle fermement. « Ces méthodes ne créent que peur et méfiance. Nous utilisons la patience, la présence constante, l'absence de pression. » L'inspection se poursuivait quand le bruit d'un moteur attira leur attention. Un van de la protection animale s'arrêta devant la propriété, et 2 hommes en descendirent, accompagnant une jument squelettique aux yeux hagards. « Mademoiselle Durand ?» appela l'un d'eux. « On nous a dit que vous pourriez peut-être aider. Cette jument a été saisie aujourd'hui chez un particulier. Condition déplorable. Elle refuse toute nourriture depuis son sauvetage. » Amélie reconnut immédiatement l'animal. « C'est Doucette, une des juments de parade de Beaumont, » murmura-t-elle à Thomas. « Je l'ai vue lors de la vente où j'ai trouvé Tonnerre. » L'employé de la protection animale confirma sans le savoir. Elle a été revendue par un des acheteurs du dernier lot Beaumont. Elle était littéralement en train de mourir de faim quand nous sommes intervenus. Madame Belfort observait la scène avec une attention redoublée. La jument tremblante fut amenée dans l'enclos, où elle se recroquevilla immédiatement dans le coin le plus éloigné, refusant la nourriture offerte. Ce qui se produisit ensuite surprit tout le monde. Tonnerre, qui s'était tenu à distance pendant l'inspection, s'approcha délibérément de la nouvelle venue. Le grand cheval noir, autrefois considéré comme dangereux, s'avança avec une délicatesse surprenante vers la jument terrorisée. Il s'arrêta à quelques pas, puis abaissa sa tête massive dans un geste qui semblait presque protecteur. Sans réfléchir à l'inspection en cours, Amélie s'assit simplement sur l'herbe, à distance respectueuse des 2 chevaux, et commença à fredonner doucement. Sa mélodie, à peine audible, flottait dans l'air nocturne comme une invitation sans pression. Tonnerre s'approcha davantage de Doucette, puis, dans un geste qui arracha un hoquet de surprise à l'inspectrice, il saisit délicatement une touffe d'herbe fraîche et la déposa devant la jument affamée. « Mon Dieu !» murmura l'un des employés de la protection animale. « Je n'ai jamais vu ça. » Madame Belfort observait en silence, son carnet oublié dans sa main. Pendant près d'1 demi-heure, personne ne parla,
tous témoins de cette communion silencieuse entre trois êtres blessés, Amélie, Tonnerre et la jument sauvée. Progressivement, Doucette accepta l'herbe offerte par Tonnerre, puis s'avança timidement vers le seau d'eau qu'Amélie avait placé à proximité. « Cette dénonciation est manifestement infondée », déclara finalement Madame Belfort, refermant son carnet d'un geste décisif. « Je n'ai jamais vu des animaux aussi bien soignés émotionnellement. » Le soulagement submergea Amélie comme une vague tiède. L'inspectrice s'approcha d'elle, son expression officielle s'adoucissant pour la première fois. La protection animale cherche des centres de réhabilitation comme celui-ci, dit-elle en désignant le petit domaine. Des lieux où les animaux traumatisés peuvent véritablement guérir, pas simplement être contenus. Elle hésita un instant avant d'ajouter, baissant légèrement la voix. Je ne peux pas révéler l'identité du dénonciateur, mais certains détails de l'accusation portaient de la marque d'une personne familière avec les anciennes écuries Beaumont, et particulièrement préoccupée par vos méthodes alternatives. Thomas, qui était resté en retrait pendant l'inspection, rejoignit Amélie alors que Madame Belfort remplissait ses derniers formulaires. Son expression était grave. « J'ai reçu un appel de la faculté aujourd'hui », confia-t-il. « Mon ancien professeur, le docteur Vautier, a publiquement critiqué tes méthodes non scientifiques lors d'une conférence vétérinaire à Montpellier. »« Vautier » répéta Amélie, le nom lui semblant vaguement familier. « Il était consultant pour les écuries Beaumont pendant des années, » expliqua Thomas. « Un traditionnaliste fervent. Ton succès remet en question toute sa philosophie d'entraînement équin. » La nouvelle de la fausse dénonciation se répandit comme une traînée de poudre dans la communauté. Dès le lendemain matin, une petite délégation de villageois se présenta à la porte d'Amélie, apportant des paniers de nourriture et des offres d'aide pour surveiller la propriété. « Nous ne laisserons pas ces gens t'intimider », déclara fermement Claude, devenu le porte-parole non officiel du soutien local à Amélie. « Beaumont et ses amis appartiennent au passé. Ton travail représente l'avenir. » Dans les jours qui suivirent, l'incident de la dénonciation, loin de nuire à la réputation d'Amélie, sembla renforcer la détermination collective autour de son projet. Madame Belfort revint avec une proposition officielle pour accréditer la future école comme centre de réhabilitation reconnu par la protection animale. Un statut qui offrirait non seulement une légitimité institutionnelle, mais aussi des subventions potentielles. Amélie, Thomas et Claude se réunirent pour finaliser les plans d'acquisition de la propriété voisine, désormais avec un soutien administratif qui rendait le rêve plus tangible que jamais. Autour d'une table couverte de plans et de documents, ils discutaient des adaptations nécessaires, des besoins en personnel, du calendrier des travaux. « Nous pourrions commencer les rénovations au printemps », suggéra Claude, traçant du doigt les contours des anciennes écuries sur le plan. Avec l'aide des volontaires du village, les coûts seraient considérablement réduits. Thomas acquiesça, ajoutant des notes dans un carnet. La faculté pourrait envoyer des étudiants en stage pratique. Ils apprendraient tout en contribuant au fonctionnement. Amélie les écoutait, émue par leur engagement, par cette vision partagée qui dépassait largement ce qu'elle aurait pu imaginer en achetant Tonnerre avec ses maigres économies. Le grand cheval noir, comme s'il suivait le fil de ses pensées, s'approcha de la fenêtre ouverte, poussant doucement son museau vers elle. Une semaine plus tard, ils se retrouvèrent tous chez le notaire pour signer les documents préliminaires d'achat de la propriété Valmont. Amélie, inhabituelle dans sa robe simple mais élégante, un cadeau de Madame Rousseau pour l'occasion, écoutait attentivement les explications légales. « Et voici l'acte de vente préliminaire », conclut le notaire en présentant un document épais. « Une fois signé et la compte versée, la propriété sera réservée pour vous jusqu'à la signature définitive. » Il hésita un instant, puis ajouta avec un sourire énigmatique « Curieux comme ces choses fonctionnent parfois, cette propriété était promise à un acheteur parisien pour un prix bien supérieur, mais il s'est désisté subitement après avoir reçu un appel mystérieux. Presque comme si quelqu'un était intervenu spécifiquement pour que vous puissiez l'acquérir, mademoiselle Durand. » Les paroles du notaire résonnèrent dans l'esprit d'Amélie comme un écho lointain. Presque comme si quelqu'un était intervenu spécifiquement pour que vous puissiez l'acquérir. Cette coïncidence semblait trop parfaite pour être le fruit du hasard. Sur le chemin du retour, assise dans la vieille camionnette de Claude, elle resta silencieuse, tournant et retournant cette information dans sa tête. « Tu penses à quoi, petite ?» demanda Claude,
ses mains calleuses tapotant le volant au rythme d'une vieille chanson provençale qui crépitait à la radio. « À cette intervention mystérieuse, » répondit Amélie. « Qui pourrait avoir assez d'influence pour convaincre un acheteur parisien de se désister ?» Le visage de Madame Rousseau s'imposa immédiatement à son esprit. Cette femme élégante qui avait surgi du passé, apportant avec elle les fragments oubliés de l'histoire d'Amélie, possédait manifestement des connexions que la jeune femme ne pouvait qu'imaginer. Le lendemain matin, Amélie se rendit à la villa de Madame Rousseau, située sur les hauteurs de Saint-Rémy. La demeure imposante, avec ses volets bleu lavande et ses jardins impeccablement entretenus, témoignait d'une richesse discrète mais solide. Amélie hésita un instant avant de sonner, son médaillon, celui de sa mère, serré dans sa main comme un talisman. La domestique qui lui ouvrit la conduisit jusqu'à une terrasse ombragée où Madame Rousseau prenait son thé matinal, vêtue d'une élégance simple qui semblait naturelle chez elle. « Amélie » l'accueillit-elle avec un sourire chaleureux. Quelle agréable surprise. « Je crois que je vous dois des remerciements », commença directement Amélie, « pour votre intervention concernant la propriété Valmont. » Une lueur d'amusement traversa le regard de la vieille dame. « Tu as toujours été perspicace, même enfant. » Cette confirmation implicite encouragea Amélie à s'asseoir face à elle. « Pourquoi ? Pourquoi faire tout cela pour moi ?» Le visage de Madame Rousseau s'assombrit légèrement. Elle posa sa tasse délicatement sur la table en marbre, ses yeux fixant un point invisible au-delà des collines. « J'étais la propriétaire de la viniculture où tes parents travaillaient, Amélie. Ce n'était pas simplement une relation employeur-employé. Ta mère, Esmeralda, avait un don que je respectais profondément. » Elle marqua une pause, semblant choisir soigneusement ses mots. « Le jour de l'accident, j'étais à Paris pour affaires. Quand j'ai appris la nouvelle, tu avais déjà été prise en charge par les services sociaux. J'ai essayé de te retrouver, mais le système... » Sa voix se brisa légèrement. « Le système t'a déplacé tant de fois. Un orphelinat, puis un autre, puis des familles d'accueil temporaires. À chaque fois que je localisais où tu étais, tu avais déjà été transféré ailleurs. » Amélie sentit sa gorge se serrer. Pendant toutes ces années où elle s'était sentie abandonnée, quelqu'un avait cherché à la retrouver. « J'aurais dû essayer plus fort, » continua Madame Rousseau, une détermination nouvelle dans sa voix. « J'aurais dû insister, utiliser mes influences, mais j'ai laissé les complications administratives et ma propre lâcheté me dissuader. C'est une erreur que je ne me suis jamais pardonnée. » Elle se leva, invitant Amélie à la suivre à l'intérieur de la maison. Dans un salon aux murs couverts de livres anciens, elle s'arrêta devant une petite vitrine. À l'intérieur, Amélie découvrit avec stupéfaction plusieurs photographies encadrées. Ses parents lors d'une fête de vendange, sa mère tenant un poulain nouveau-né, son père jouant du violon sous un platane. « J'ai gardé leurs souvenirs vivants, » expliqua doucement Madame Rousseau, en espérant qu'un jour, je pourrais les partager avec toi. Une photo en particulier attira l'attention d'Amélie. Elle-même, à peine âgée de 5 ans, assise sur les épaules de son père, riant aux éclats pendant ce qui semblait être une fête de village. « Tu étais une enfant extraordinaire, » poursuivit la vieille dame. « Même à cet âge, tu montrais déjà cette sensibilité particulière envers les animaux. Les chiens errants te suivaient, les chevaux les plus nerveux se calmaient en ta présence. » Amélie effleura le verre protégeant cette image d'un bonheur qu'elle avait presque oublié. « Je ne me souviens pas de tout cela. La mémoire est parfois un refuge, parfois une prison, » répondit philosophiquement Madame Rousseau. « Mais aujourd'hui, en voyant ce que tu as accompli avec Tonnerre, avec tous ces animaux blessés, j'ai la certitude que le don d'Esmeralda vit en toi, plus fort encore que chez ta mère. » Dans les jours qui suivirent, Amélie et Thomas commencèrent à planifier concrètement la transformation de la propriété Valmont. Madame Rousseau, désormais ouvertement impliquée comme marraine du projet, offrit non seulement un soutien financier supplémentaire, mais aussi ses connaissances des traditions gitanes qu'Amélie avait perdues. « Ta mère utilisait des chants spécifiques pour différentes situations », expliqua-t-elle un après-midi, alors qu'elles visitaient ensemble les bâtiments de la future école. « Des mélodies pour calmer, d'autres pour encourager, d'autres encore pour guérir. Je ne les connais pas toutes, mais certaines m'ont été enseignées par Esmeralda elle-même. » Les travaux de rénovation commencèrent avec l'aide enthousiaste de volontaires du village. Les anciennes écuries, autrefois divisées en boxes étroits,
furent transformés en espaces ouverts. Les portes lourdes furent remplacées par des barrières basses, permettant aux chevaux de voir constamment à l'extérieur. Chaque décision architecturale reflétait la philosophie d'Amélie. Pas de confinement, pas d'isolement, toujours des choix. Un matin ensoleillé, alors que des ouvriers installaient de nouvelles clôtures, Amélie observa Tonnerre et Étoile dans le pré adjacent. Les deux chevaux avaient développé une relation particulière, le grand percheron noir agissant comme un protecteur pour la jument traumatisée. Il la guidait vers les meilleurs pâturages, restait près d'elle pendant les orages et semblait comprendre intuitivement quand elle avait besoin d'espace. « C'est fascinant », commenta Thomas, qui s'était approché silencieusement. « Il reproduit exactement le comportement que tu as eu avec lui, comme s'il avait intégré ton approche et l'appliquait maintenant à son tour. » Amélie sourit, observant comment Tonnerre guidait doucement Étoile vers l'abreuvoir fraîchement installé. « Je crois qu'il a compris quelque chose d'essentiel, que la guérison vient souvent de la présence d'un autre être qui comprend notre douleur sans essayer de la corriger. » De nouveaux chevaux arrivèrent, chacun avec son histoire de traumatisme. Un hongre-baille qui avait été battu jusqu'à développer une phobie des hommes. Un poney des Shetland utilisé pour des spectacles de cirque, si stressé qu'il se mordait constamment les flancs. Une jument âgée, presque aveugle, sauvée de l'abattoir à la dernière minute. Amélie accueillait chacun d'eux avec la même approche patiente. Pas de demande, pas d'exigence. Simplement une présence constante qui disait « Je suis là, et je ne te ferai pas de mal ». Les sessions avec les visiteurs humains continuaient également. Un après-midi, Amélie guida une famille, parents et grands-pères, venus apprendre à reconnecter avec leur vieux cheval de trait, récemment retraité. « Il semble si distant maintenant », expliqua le père, visiblement préoccupé. « Après 15 ans de travail ensemble dans les champs, c'est comme s'ils ne nous reconnaissaient plus. » Amélie les invita à s'asseoir simplement dans le pré avec leur cheval, sans tenter de l'approcher ou de le toucher. « Parfois, nous oublions d'être simplement présents, » expliqua-t-elle doucement. « Nous sommes tellement habitués à demander, à attendre quelque chose en retour. Essayez juste d'exister dans le même espace que lui, sans attente. » Thomas, qui observait la scène, fut ému de voir comment, progressivement, le vieux cheval de trait s'approcha de la famille, particulièrement du grand-père. L'animal posa finalement sa tête sur l'épaule du vieil homme, dans un geste qui fit couler des larmes silencieuses sur les joues ridées. « C'est ça, l'équitation compassionnée », murmura Thomas à Claude qui se tenait à ses côtés. « Pas des techniques, mais une façon d'être ensemble. » Le protocole médical que Thomas avait développé en collaboration avec Amélie commençait à attirer l'attention au-delà de la région. En combinant traitements vétérinaires traditionnels avec l'approche émotionnelle d'Amélie, ils obtenaient des résultats remarquables, particulièrement avec des cas considérés comme désespérés. Des journalistes d'une prestigieuse revue équestre vinrent passer une journée entière à documenter leur travail. Initialement sceptiques, ils furent progressivement conquis par l'évidence des transformations observées chez les animaux. « C'est frappant », commenta la photographe en capturant Amélie travaillant avec un cheval particulièrement craintif. « L'absence totale d'équipement de contrôle. »« Le contrôle est une illusion », répondit simplement Amélie. « La connexion, elle, est réelle. » Au milieu de cette effervescence positive, une ombre planait parfois sur l'esprit d'Amélie. Malgré tous les progrès accomplis, une pièce manquante persistait dans son propre puzzle intérieur. Un soir, après une journée particulièrement intense, elle confia à Thomas ce qui la troublait encore. « Je n'ai jamais revisité le lieu de l'accident », avoua-t-elle. « Comme si une partie de moi était restée figée là-bas, ce jour-là. » Thomas prit sa main, la serrant doucement. « Peut-être est-il temps de compléter ton propre cercle de guérison. » Quelques jours plus tard, Amélie, Thomas et Tonnerre se tenaient sur une petite route sinueuse près d'Avignon. L'ancienne route avait été partiellement réaménagée, le virage dangereux rectifié. À l'emplacement exact où la voiture de ses parents avait quitté la chaussée, se trouvait maintenant un petit vignoble, les rangs de vignes s'étendant harmonieusement jusqu'à la rivière en contrebas. Amélie descendit lentement de Tonnerre, ses jambes légèrement chancelantes. Elle tenait dans ses mains un petit bouquet de fleurs sauvages cueillies en chemin. Thomas resta en retrait, comprenant intuitivement son besoin d'espace.
S'agenouillant à l'endroit où le destin avait brutalement changé sa trajectoire de vie, Amélie déposa délicatement les fleurs. Elle ferma les yeux, laissant les sensations l'envahir. Le soleil sur sa peau, le vent dans ses cheveux, l'odeur de terre et de vigne. Puis, doucement, elle commença à parler à ses parents comme s'ils étaient présents. « Maman, papa, j'ai mis longtemps à revenir. J'avais peur, je crois. Peur que la douleur soit trop forte. » Sa voix, d'abord hésitante, gagna progressivement en assurance. Elle leur raconta son parcours, les orphelinats, sa solitude, puis sa rencontre avec Tonnerre et comment deux êtres brisés s'étaient mutuellement sauvés. Tonnerre resta immobile pendant tout ce temps, son corps massif offrant une présence rassurante. Il ne s'éloigna pas, ne s'impatienta pas, semblant comprendre parfaitement l'importance de ce moment. Quand Amélie finit par pleurer, des larmes libératrices qu'elle avait retenues pendant près de 16 ans, le grand cheval noir s'approcha doucement et posa son museau contre son épaule, comme il l'avait fait lors de leur premier contact véritable. Thomas, observant cette scène à distance, fut frappé par la symétrie parfaite de leur histoire. Amélie avait offert à Tonnerre l'espace pour guérir, et maintenant, il lui rendait exactement le même cadeau. Sur le chemin du retour, Amélie se sentait plus légère, comme si un poids invisible avait été retiré de ses épaules. La propriété Valmont, avec ses bâtiments en cours de rénovation, apparut à l'horizon, baignée dans la lumière dorée du soleil couchant. « C'est étrange, » dit-elle à Thomas alors qu'ils franchissèrent le portail. « Pendant si longtemps, j'ai cru que ma différence, ma jambe, mon passé, était une faiblesse. Maintenant, je comprends que c'était peut-être un don. Sans cette douleur, aurais-je su reconnaître celle de Tonnerre? Aurais-je eu la patience nécessaire? » La veille de l'inauguration officielle de l'école d'équitation compassionnée, alors qu'Amélie finalisait les derniers préparatifs, Claude arriva en courant, un journal à la main, son expression simultanément alarmée et indignée. Beaumont est de retour dans la région. Il a acheté une propriété plus petite près de Nîmes et a annoncé l'ouverture d'un centre de réhabilitation équestre traditionnel qui promet de corriger les dommages causés par des méthodes alternatives dangereuses. L'annonce du retour de Beaumont tomba comme un coup près, assombrissant ce qui aurait dû être une veille de célébration. Amélie fixait le journal que Claude tenait entre ses mains tremblantes, les mots semblant presque la narguer. Centre de réhabilitation équestre traditionnel, correction des dommages causés par des méthodes alternatives dangereuses. « Il n'abandonne donc jamais », murmura-t-elle, une vague d'inquiétude traversant son corps. Claude froissa le journal avec indignation. « Ne le laisse pas voler ce moment, petite. Demain est ton jour, pas le sien. » Amélie acquiesça lentement, son regard se posant sur les préparatifs de l'inauguration. Les rubans colorés, les pancartes fraîchement peintes portant fièrement le nom « École d'équitation compassionnée ». Elle prit une profonde inspiration et rangea le journal. « Tu as raison. Aujourd'hui est consacré à la guérison, pas au conflit. » L'aube du jour de l'inauguration se leva dans une brume légère qui enveloppait les champs de Camargue d'un voile argenté. Amélie était debout depuis les premières lueurs, vérifiant chaque détail avec une attention méticuleuse. Sa jambe plus courte la faisait souffrir davantage les jours de stress, mais elle ignorait la douleur, concentrée sur sa mission. Les premiers invités commencèrent à arriver alors que le soleil dissipait la brume matinale. Thomas l'accueillit avec un sourire rassurant, portant une chemise bleu pâle qui soulignait la clarté de son regard. « J'ai vérifié le journal ce matin, » dit-il doucement. Beaumont a acheté l'ancienne ferme d'Herville, à une vingtaine de kilomètres. Mais aujourd'hui, personne ne parlera de lui. À 10 heures, la propriété transformée bourdonnait d'activité. Madame Rousseau fit une entrée remarquée, élégamment vêtue d'un tailleur lavande, accompagnée de plusieurs figures importantes de la fédération équestre. Elle présenta Amélie à chacune d'elles, sa fierté évidente dans chaque introduction. Amélie possède une sensibilité que nos méthodes traditionnelles ont trop longtemps négligée, expliqua-t-elle à un directeur de haras national visiblement intrigué. Elle ne dompte pas les chevaux, elle leur permet de se retrouver. Tonnerre et les autres chevaux réhabilités paissaient tranquillement dans le grand pré central, sans entrave ni barrière, simplement contents d'être présents. Les visiteurs circulaient librement,
observant avec émerveillement comment ces animaux autrefois considérés comme dangereux ou irrécupérables coexistaient paisiblement. À midi, Amélie prit place sous un grand chêne pour la présentation officielle. Malgré sa timidité naturelle, elle se tenait droite, son regard balayant la foule rassemblée, villageois qui l'avaient soutenue depuis le début, professionnels équestres curieux, familles venues avec espoir, journalistes prenant des notes. « Bienvenue à l'école d'équitation compassionnée », commença-t-elle, sa voix douce mais assurée. Ce lieu n'est pas né d'une théorie ou d'une technique révolutionnaire. Il est né d'une simple vérité que Tonnerre m'a enseignée. Nous guérissons mieux quand on nous donne l'espace pour le faire. Elle expliqua sa philosophie sans jargon ni complications, partageant simplement les leçons apprises à travers sa connexion avec Tonnerre. Les animaux, comme les humains, portent leurs histoires dans leur corps, dans leurs réactions. Notre travail n'est pas d'effacer ces histoires, mais d'aider à créer un nouveau chapitre où la confiance devient possible. Des démonstrations pratiques suivirent, différents étudiants montrant ce qu'ils avaient appris sur la communication non verbale. Une jeune fille s'assit simplement près d'un poney anxieux, lisant à voix haute, sans exiger d'attention, exactement comme Amélie l'avait fait avec Tonnerre. Progressivement, le poney s'approcha, curieux, puis finalement posa sa tête sur les genoux de l'enfant, provoquant des sourires émus dans l'assistance. Thomas présenta ensuite des données scientifiques sur les bénéfices physiologiques de cette approche. Nous avons mesuré des baisses significatives des hormones de stress, une amélioration de la fonction immunitaire et une réduction marquée des comportements stéréotypés chez tous les chevaux du programme. L'atmosphère était légère, presque festive, quand un bruit de moteur puissant interrompit la présentation suivante. Une camionnette délabrée s'arrêta précipitamment près de l'entrée, et un homme en descendit en courant, son visage marqué par la panique. « S'il vous plaît, quelqu'un, notre cheval va mourir !» Amélie s'approcha rapidement, suivie par Thomas. Dans la remorque attachée au véhicule, un cheval alezan tremblait violemment, couché sur le flanc, les yeux exorbités de terreur. Des marques fraîches de cravache zébraient son encolure et ses flancs. « Que s'est-il passé ?» demanda Thomas en enfilant rapidement des gants d'examen. « On l'avait inscrit au nouveau centre près de Nîmes », expliqua l'homme, des larmes dans la voix, pour corriger son comportement difficile. Après 3 jours, ils nous ont appelés pour le récupérer. Il est comme ça depuis qu'on l'a ramené. Il refuse de manger, de boire. Il tremble sans arrêt. Amélie échangea un regard avec Thomas. Inutile de préciser quel centre avait causé ce dégât. La foule s'était massée autour d'eux, tous les invités maintenant témoins de cette démonstration involontaire mais puissante des dangers des méthodes coercitives. Sans hésitation, Amélie entra dans la remorque et s'assit simplement près du cheval terrorisé. Elle commença à fredonner doucement, cette même mélodie occitane qui avait créé le premier lien avec Tonnerre. Thomas se tenait prêt avec des médicaments d'urgence, mais attendait, respectant l'approche d'Amélie. À la surprise de tous, Tonnerre s'approcha de la remorque, son immense silhouette noire contrastant avec le soleil de midi. Il hennit doucement, un son presque interrogatif. Le cheval tremblant tourna légèrement la tête vers ce son, ses oreilles pivotant faiblement. « Ils travaillent ensemble », murmura Claude aux spectateurs ébahis. « Regardez. » Pendant près d'une demi-heure, dans un silence respectueux, la foule observa ce qui semblait être une communication silencieuse entre 3 êtres. Amélie, Tonnerre et le cheval traumatisé. Progressivement, le tremblement du cheval alezan diminuèrent. Ses yeux, encore méfiants, suivaient maintenant Tonnerre avec une curiosité naissante. « Il répond », murmura Thomas aux journalistes qui documentèrent la scène. « C'est exactement ce que nos recherches montrent. Les chevaux traumatisés réagissent souvent mieux à leurs congénères équilibrés qu'aux humains, même bienveillants. » Finalement, le cheval alezan tenta de se relever. Ses mouvements étaient maladroits, hésitants, mais Amélie ne le pressa pas. Elle continua simplement d'être présente, offrant son soutien sans l'imposer. Quand l'animal réussit enfin à se mettre debout, un applaudissement spontané éclata parmi les spectateurs. « Voulez-vous qu'il reste ici quelques jours ?» proposa Amélie au propriétaire bouleversé. « Le temps qu'il retrouve son équilibre émotionnel ?» Leur gratitude était palpable. Cet incident improvisé était devenu, sans que personne ne l'ait planifié, le moment central de l'inauguration, une démonstration vivante du contraste entre les méthodes. Des journalistes prenaient des notes frénétiquement,
leurs expressions passant du scepticisme initial à un intérêt non dissimulé. « Je ne suis pas contre les méthodes traditionnelles quand elles sont appliquées avec respect », précisa Amélie à un reporter qui l'interrogeait. « Je m'oppose seulement à la peur comme outil d'éducation. » L'après-midi avançait quand Thomas reçut plusieurs appels sur son téléphone. Il s'éloigna pour répondre, revenant quelques minutes plus tard avec une expression à la fois grave et satisfaite. « Des collègues de la faculté », expliqua-t-il à Amélie. Certains ont visité le centre de Beaumont ce matin, après avoir entendu parler de cet incident. Ce qu'ils ont vu les a profondément troublés. Méthode de privation, isolement prolongé, usage systématique de la contrainte physique. La protection animale a été alertée ? Ils sont en route, confirma Thomas. Avec le témoignage des propriétaires de ce cheval et les observations de mes collègues, ils ont obtenu un mandat d'inspection immédiate. La nouvelle se répandit discrètement parmi les invités, personne ne souhaitant perturber l'atmosphère positive de la journée, mais un sentiment de justice imminente planait désormais sur la célébration. Au coucher du soleil, alors que les derniers invités partaient, Amélie se retrouva seule avec Thomas sur la terrasse nouvellement construite. La propriété s'étendait devant eux, baignée dans la lumière dorée du soir provençal. Dans le pré principal, Tonnerre guidait doucement le cheval alezan traumatisé, lui montrant les meilleurs endroits pour paître, restant constamment à ses côtés comme un gardien bienveillant. « 1 an, murmura Amélie, contemplant le chemin parcouru. Il y a 1 an, j'étais cette fille solitaire que tout le monde évitait, et Tonnerre était ce cheval démon que personne ne voulait approcher. » Thomas prit sa main, entrelaçant leurs doigts, avec une familiarité qui semblait maintenant naturelle. « Et maintenant, vous êtes les fondateurs d'une approche qui pourrait changer des centaines de vies. » Le lendemain apporta des nouvelles qui confirmèrent leurs espoirs. Suite à l'inspection, le centre de Beaumont avait été fermé immédiatement pour violation multiple des lois sur le bien-être animal. L'homme qui avait tant fait souffrir Tonnerre faisait maintenant face à des poursuites judiciaires et des amendes substantielles. 1 an plus tard, l'école d'équitation compassionnée fleurissait au-delà des espérances les plus optimistes d'Amélie. Les bâtiments rénovés accueillaient maintenant une douzaine de chevaux en réhabilitation permanente et le programme de formation affichait complet pour les 6 mois à venir. Thomas avait officiellement rejoint l'équipe, partageant son temps entre la clinique vétérinaire qu'il avait ouverte sur la propriété et les cours qu'il donnait aux étudiants. Mais la plus grande fierté d'Amélie était peut-être le nouveau programme qu'elle avait lancé. Un partenariat avec les services sociaux locaux permettant à des jeunes orphelins de venir régulièrement à l'école. Ces enfants, souvent marqués par les mêmes stigmates de différence qu'elle avait connus, trouvaient dans ce lieu ce qu'Amélie n'avait jamais eu. Un espace pour appartenir, pour être valorisés précisément pour leur sensibilité. Par une douce soirée d'été, Amélie observait depuis la véranda la scène qui se déroulait dans le pré principal. Un groupe de ces jeunes formait un cercle, attendant patiemment, pendant que Tonnerre guidait doucement un poulain récemment sauvé vers eux. Le jeune cheval, encore méfiant après des mois de négligence, avançait pas à pas, encouragé par la présence rassurante du grand percheron noir. Leurs regards se croisèrent à travers la distance, Amélie et Tonnerre, liés par une compréhension qui transcendait les espèces. Elle sourit, murmurant une vérité qu'elle avait apprise au cours de leur voyage partagé. « La douceur n'est pas faiblesse, mon ami. C'est la force la plus puissante qui existe. »